Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est André Gattolin, bienvenue. Vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission des Affaires européennes. Vous réagirez à différents sujets et notamment à cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites annoncée pour demain, jour de la présentation du texte en Conseil des ministres. Durant ces 2 heures, nous irons aussi très régulièrement en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui, vous le voyez, avec Alexandre Poussard. Nous irons aussi dans l'hémicycle pour suivre ce projet de loi bioéthique. Le Sénat vient de supprimer l'autoconservation des gamètes. On verra cela avec Alice Bardot que vous voyez à l'image. Allons plus loin, vous le savez, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Tam Tranui. Bienvenue Tam. Bonjour. La réforme des retraites, justement, un document de l'Agir Carco vient un peu semer le trouble. Et oui, un document qui parle d'une addition salée, 55 milliards d'euros. On va voir pourquoi. Oui, vous nous détaillerez tout cela. Caroline Deschamps, chef du pôle web de Public Sénat. Bienvenue Caroline. On va revoir avec vous toutes les images fortes de cette mobilisation qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, je vais vous parler des happenings du mécontentement social sur le web. Avec parfois de très belles images. Fanny Conquis fait aussi partie du club ce soir. Fanny, bienvenue. Audition au Sénat ce matin sur les fongicides. Attention, danger. Oui, certains chercheurs craignent une catastrophe sanitaire. A tout à l'heure, dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur la lutte contre la radicalisation. 16 membres des services de renseignement français ont été écartés depuis 2014. Le gouvernement a des pistes pour endiguer le phénomène. Le Sénat a auditionné ce matin Zineb El Razoui. Elle nous dit que les frères musulmans sont aux portes du pouvoir. Les réponses des autorités sont-elles ou seront-elles à la hauteur des enjeux ? #ALPL pour réagir sur Twitter. Mais d'abord donc cette mobilisation contre la réforme des retraites, ce n'est pas fini. La journée de demain sera même déterminante pour les opposants au texte. Nouvel appel à la grève et à la manifestation. Certains syndicats annoncent un vendredi noir. Tout le monde regardera de près le nombre de participants. L'exécutif pourra-t-il continuer d'avancer sans encombre ou sera-t-il contraint de faire d'autres concessions ? On va en parler après les premières explications de Jordan Klein. Changement de méthode pour les opposants à la réforme des retraites. Depuis plusieurs jours, la grève dans les transports fléchit afin d'adapter la stratégie pour pouvoir tenir sur le long terme. Ainsi, ce vendredi devrait être une journée très compliquée, notamment à la RATP. Plusieurs organisations syndicales appellent à une grève, mais aussi à une manifestation dans la capitale. Et la date n'est pas choisie au hasard, puisque le projet de loi est présenté en Conseil des ministres pour la première fois. La CGT est bien déterminée, en fonction de la position du gouvernement, à prolonger ces journées d'action qui restent majoritaires dans le pays. Quand on a raison, face à une réforme dont plus personne au gouvernement n'est capable d'expliquer qu'elle est juste et simple, eh bien la détermination, elle ne faillit pas. Ralentissement de la grève, mais les actions continuent. Depuis quelques jours, les opposants à la réforme procèdent à des coupures d'électricité. La dernière en date, sur la zone d'Orly et de Rungis. Des méthodes dénoncées par le gouvernement. Ce sont des actes illégaux. Regardez, vous avez des personnes qui ont été interpellées hier parce qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Quand vous coupez sciemment l'électricité, que vous pouvez toucher plusieurs dizaines de milliers de personnes sans savoir à quoi utiliser l'électricité, qui peut être utilisée à des fins médicales, qui peut servir, et c'était le cas dans une affaire récente, à des dispositifs de sécurité, par exemple dans des établissements Céveso, des établissements industriels à risque. Vous avez des dispositifs de sécurité, par exemple de ventilation, qui marchent à l'électricité. Quand ils sont coupés, vous pouvez avoir la vie de salarié qui est mise en danger. Le projet de loi devrait arriver à l'Assemblée nationale en commission spéciale dès le 3 février. La partie financière, elle, est renvoyée aux discussions de la conférence de financement qui débutera fin janvier. Allons plus loin donc avec vous. D'abord, André Gattolin, vous regarderez vous aussi de très près les chiffres de la mobilisation demain, c'est-à-dire que ce sont des chiffres qui peuvent potentiellement faire encore bouger les lignes ou doivent faire bouger les lignes s'il y a du monde ? Je ne sais pas, je crois qu'il y aura du monde demain parce qu'on est passé dans un type de démonstration qui est différent
du fil de grève continue qu'on a connu en décembre et même en début janvier. Il y a malgré tout un essoufflement. Hein. Moi, je l'ai vu dans les stations de métro, les grévistes de la RATP qui disent « Soutenez-nous, nous manifestons pour vous ». Je n'ai pas trouvé une réaction très sympathique et très positive des usagers du métro. Ils leur répondaient « On marche pour vous, enfin vous nous faites marcher ». Donc je ne suis pas sûr que l'assise soit si large que ça. Après, ce qui est toujours inquiétant, c'est effectivement les phénomènes de radicalisation, y compris, on a parlé des coupures d'électricité. Ces actions coup de poing, des actions nouvelles formes d'action. J'ai le sentiment quand même que d'une part, il y a un essoufflement parce qu'il y a aussi des jours de grève et un des grands aspects, ça va être le moment où les choses vont reprendre quand même la négociation sur le paiement partiel ou pas des jours de grève. Donc moi, je n'ai pas le sentiment, vous voyez, j'étais sociologue, sondeur pendant des années, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, on a toujours entre 58 et 75% de soutien de l'opinion, quels que soient les grands mouvements sociaux. On est sur ces choses. Donc c'est pas un indicateur pertinent pour réformer ou pas réformer, quoi. Non, je pense qu'après, ça veut dire qu'on communique mal et qu'on exprime mal, et peut-être qu'on se trompe aussi dans l'orientation. Il faut être modeste. C'est-à-dire que les gens ne sont pas idiots. Quand il y a une erreur, on a notre part de responsabilité. Et je crois que depuis le début, depuis quelques mois, on a beaucoup bafouillé. Vous diriez qu'il y a eu un manque d'écoute, quelque chose qui a non, traîné, il y a un manque d'explication. C'est pas normal qu'une réforme, quand on le regarde objectivement, qui devrait convenir au moins à 70 ou 80% des salariés, parce que... Mais quand vous dites qu'il y a un manque d'explication, vous prenez un peu l'interlocuteur pour un idiot, c'est-à-dire c'est vous qui comprenez mal. Non, je dis qu'il y a un manque d'explication de la part du gouvernement et des autorités. Je pense qu'on n'a pas été assez clair. Quand on dit on va faire un système où chacun pourra modéliser sa situation et que ça ne fonctionne pas ou que ça ne marche pas encore, je crois que pourquoi tout ce temps de préparation? Ça, c'est un des aspects. Puis après, il y a tout un tas de revendications catégorielles qui ressurgissent, qui ne sont pas du même ordre. On pourrait parler des revendications des avocats. En gros, ça correspond quand même à quelque chose qui est demandé depuis longtemps. Alors maintenant, ils disent la barre des 40 000 euros, il faut la baisser à 32 000. Je trouve qu'il y a quand même, si on prend la situation réelle de leur caisse, de leur métier, de leur évolution, franchement, la réforme ne va pas dans un mauvais sens pour ces gens-là. Et on va continuer de parler de tout cela, puisque ça fait partie des sujets de nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du Club d'Allons plus loin. Tam Tranu, on commence donc avec vous, on va parler chiffres, on va essayer de ne pas être trop technique. On va essayer. Un des volets de cette réforme, c'est la baisse des cotisations des très hauts cadres. Il se trouve que ça va coûter cher, a priori très cher aux contribuables, en tout cas d'après un document de la GIRC-ARCO, les caisses de retraite complémentaires. Effectivement, un document interne qui chiffre à 3,7 milliards d'euros par an sur 15 ans, entre 2025 et 2040 exactement. L'addition, une addition qui va avoisiner donc au total, si on fait le calcul, 55 milliards d'euros. Voilà ce que coûterait donc cette baisse des cotisations des très hauts cadres au régime universel et qui est donc prévue par la réforme. Comment on arrive à ce chiffre? Que prévoit pour l'instant la réforme concernant les très hauts cadres? Alors on va partir de la situation actuelle. La situation d'aujourd'hui, c'est que tout le monde cotise jusqu'à un salaire de 27 000 euros brut par mois. Avec la réforme, tout le monde va cotiser à un taux unique de 28% jusqu'à un salaire de seulement 10 000 euros par mois et non plus 27 000 euros. On comprend qu'il y a une sacrée différence. Et jusque-là, on vous suit. Voilà. Et au-delà, les personnes, donc au-dessus de 10 000 euros, seront soumises à un taux de cotisation qui va être 10 fois moins important, 2,8%. Ça sera toutefois une cotisation de solidarité. Ça veut dire qu'elle ne donnera pas plus de droits à la retraite à ces personnes, qu'elle financera des mesures de solidarité pour tous. Et ça va coûter cher aux caisses de retraite complémentaires? Effectivement, parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est la phase de transition. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 240 000 personnes en France qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. Prenez en 2018, leurs cotisations retraite se sont élevées à 3,5 milliards d'euros. Ces cotisations même, elles devaient augmenter. C'est là la simulation qu'a faite la GIRC-ARCO sur les prochaines années. Donc c'est mathématique, on comprend, lorsqu'on change de système, vous faites une croix sur une partie de ces cotisations. Mais le problème sur la phase de transition, c'est qu'en parallèle, vous devez continuer à verser les droits acquis par tous ceux qui ont cotisé sur les modalités de l'ancien régime de retraite. Et donc l'impact, c'est comme ça qu'on arrive à cette addition, c'est que ça va coûter 4 milliards d'euros environ sur 15 ans et donc environ 55 milliards au total. C'est ce que je vous disais au début. Et une fois qu'on aura totalement basculé dans le nouveau régime, qu'est-ce qui va se passer? Là,
ça va changer, effectivement, parce que c'est au cadre. Le nouveau régime universel va leur proposer de moins cotiser, on l'a compris, mais aussi pour avoir une moins haute, pour baisser en fait leur pension de retraite par la suite. Et ça aussi, il y a eu des simulations. Une société de conseil, Optima Retraite, en a fait une. Prenez quelqu'un qui a un revenu de 200 000 euros par an, donc environ 17 000 euros par mois. Avec le régime, il va gagner 525 euros net de plus par mois parce qu'il va moins. Tant qu'il travaille. Voilà, il va donc moins cotiser. Mais lorsqu'il sera à la retraite, vous le voyez, il va perdre de l'argent, il va perdre 2700 euros en moins. Donc c'est quand même vraiment beaucoup d'argent. Vous voyez qu'il n'est pas forcément gagnant, loin de là. Et en fait, ces cadres, il y a de l'argent qui va leur être restitué, donc tout au long de leur carrière, mais il va falloir qu'ils le placent quand même. Et on a calculé qu'il fallait un rendement de 6% pour s'y retrouver au moment de leur retraite. Alors, donc pas négligeable. Du coup, qui sont les gagnants de cette mesure ? On peut penser qu'il y a d'abord les entreprises. Les entreprises, quoi qu'il arrive, elles n'auront plus à payer leur part de cotisation patronale retraite pour ces très hauts cadres. Et puis, il y a aussi l'épargne retraite, ou ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Donc, ça fait déjà des craintes parmi notamment la gauche, mais aussi à droite. Regardez cette tribune signée par des parlementaires LR dans Le Monde il y a quelques jours. Ces parlementaires, ils ont jugé que le gouvernement avance vers un système de retraite par capitalisation pour tous. Alors André Gattolin, est-ce que pour vous, on va effectivement par là, vers une favorisation de la retraite par capitalisation? Je vous ai bien écouté, c'est très démonstratif, mais vous êtes complètement dans la logique démonstrative que veut l'Agirc Arrco. J'ai été cadre du privé, donc je connais très bien cette complémentaire. On a bien expliqué que c'était sur la phase de transition. Qui n'est pas dans la meilleure gestion qui soit et dans la plus grande transparence. Donc aujourd'hui, qui fait du lobby pour défendre ses intérêts et aussi son infrastructure privée. Il faut bien dire les choses. C'est intéressant que vous le disiez, d'accord. Il y a une manipulation de la part de l'Agirc Arrco. C'est-à-dire qu'on dit, en gros, quand les gens lisent l'information, Macron fait un cadeau aux plus riches. C'est totalement faux. C'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas ce que vous dites. Mais c'est ce qui est dit dans les médias, et je l'ai entendu ce matin, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que tous les pays d'Europe, la France est le pays où le plafond pour la cotisation est le plus élevé. Et même à 120 000 euros, on est au-dessus de l'Italie qui est de 100 000 euros, au-dessus de l'Allemagne qui est de 80 000 euros. Et donc les hauts cadres ne se tourneront pas vers la retraite par capitalisation ? Attendez. Je vais quand même jusqu'au bout. Il y a la question, on dit l'argent public va disparaître. Non, c'est pas l'argent public. Les 55 milliards, vous savez combien il y a de caisses d'argent dans les réserves de l'Agirc Arrco aujourd'hui ? On ne le sait pas. Il y en a au moins 60 à 70 milliards. Donc si on va vers un régime unifié, c'est pas de l'argent qu'on va prendre au régime global, universel, c'est de l'argent qu'on va prendre à une caisse qu'on retire. Et je peux vous dire, vous regardez encore les documents d'il y a 1 an ou 2 ans, tout le monde s'étonne, tout d'un coup, en 1 an, les réserves passent de 70 à 62 milliards, comme par hasard au moment où on commence à prévoir cette réforme. Donc je pense qu'il faut regarder un petit peu clair. Après, ça ne veut pas dire que les gens qui gagnent plus de 120 000 euros par an ne vont pas payer de cotisations. C'est l'imposition des cotisations. Et puis, vous l'avez dit, il y a le 2,81% de fonds de solidarité qui n'ouvrent pas droit à des voilà, c'est pour la solidarité. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pas de l'argent public. Et le dernier élément, ça va pas aller vers la capitalisation. Excusez-moi, quand vous gagnez 120 000 euros, la capitalisation, la première chose qui va en profiter, c'est l'assurance vie. C'est les contrats d'assurance vie. Il y aura peut-être des gens qui feront de la capitalisation. C'est l'épargne de retraite. Donc, moi, je dis, à un moment où on dit il faut se battre contre les inégalités, etc., eh bien, là, très clairement, on va vers quelque chose qui se rapproche un peu de ce qui est fait dans tous les systèmes qui sont redistributifs de retraite en Europe, et on reste encore au-dessus. Donc je trouve que l'Agirc Arrco fait du lobbyisme dans la façon dont il présente, et que j'aimerais bien qu'ils rendent des comptes sur la qualité de leur gestion ces dernières années, parce que tout le monde se plaint de l'absence totale de transparence sur où sont passées leurs réserves. C'est dit et c'est très clair. Caroline Deschamps, on va continuer avec vous, peut-être avec un peu plus de poésie que de chiffres cette fois. Attention, réforme des retraites toujours, monsieur Gattolin. Cette fois, les images de la mobilisation qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Eh bien oui, Rebecca, qu'y a-t-il de commun entre un chausson de danse, un cartable,
une robe, une blouse ou le code du travail. La mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Depuis des semaines, ces opposants redoublent d'inventivité pour se faire entendre, car à côté des débrayages classiques, se développent des happenings diffusés en direct sur les réseaux sociaux. Le monde entier, et vous aussi Rebecca, a vu les images des danseuses de l'Opéra Garnier interpréter le Lac des Cygnes devant l'Opéra en grève. Quelques jours plus tard, ce sont les musiciens et les choristes de l'Opéra Bastille. Des images fortes qui sont partagées, commentées des dizaines, voire des centaines de milliers de fois sur Twitter, Facebook ou Instagram. Alors peut-être que les jeunes internautes découvrent ces images, mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Eh bien, pas vraiment. Je vais remonter un petit peu en arrière. Au moment des grandes grèves de 1936, eh ben, il y a eu aussi ce qu'on a appelé les grèves joyeuses, avec des représentations théâtrales dans les usines, par exemple, et puis surtout les suffragettes menées par Louise Weiss, qui multiplient les coups d'éclat. Je ne sais pas si on va voir une image. Elles s'enchaînent. Et puis le 2 juin 1936, elles viennent devant le Sénat poser sur l'épaule des sénateurs une chaussette avec ce mot, je cite, « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées. » C'est très drôle. Alors, plus récemment, lors du mariage pour tous, les opposants avaient eux aussi organisé des actions sur les réseaux. Mais alors, au-delà des happenings, ce qui est plus neuf, même si ce n'est pas complètement inédit, c'est l'action initiée par les avocats en colère qui ont jeté leur robe lors des vœux de Nicole Belloubet. C'était à Caen. Regardez. Ouais, grand moment de malaise quand même. Voilà, et alors l'image a été relayée en masse sur les réseaux sociaux. Elle devient bien évidemment virale et fait tache d'huile, puisque les avocats ont vite été suivis par les médecins qui dénoncent leurs conditions de travail, qui jettent symboliquement leur blouse, les inspecteurs du travail qui jettent le code du travail, les agents du mobilier national qui jettent leurs outils devant leur directeur, suivis par les égoutiers, et même la police scientifique qui a recréé une scène de crime avec à chaque fois le même opus operandi et la même symbolique. Oui, alors le symbole est fort, mais quels effets réels ont ces actions finalement? Ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, ce sont les outils de travail qui sont jetés devant l'autorité. Manière de dire, je suis très attachée à mon métier, à ma fonction, et vous ne m'entendez pas. Et les effets sont ravageurs, comme dans cette séquence lors des vœux du directeur de l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui a été postée par le sénateur socialiste Bernard Jaumier, décidément, et qui a été vu plus de 350 000 fois sur Twitter, si on peut voir l'image à l'antenne. Je formerai des vœux très simples et très sincères. Que 2020... Alors, il continue à parler, mais à chaque fois, quand même, c'est la parole de l'autorité qui a empêché. Ce qui fait dire au communicant Philippe Moreau-Chevrolet, que j'ai eu au téléphone, que ça agit, entre guillemets, comme une gifle silencieuse. Car c'est difficile pour les ministres, pour leurs représentants de répliquer. La violence symbolique et l'image désastreuse que ça véhicule oblige même certains à retarder leur prise de parole publique. Franck Riester a dû annuler ses vœux devant le monde de la culture, estimant que les conditions n'étaient pas réunies. Et puis, au vu du climat social, on ne voit pas comment cette guérilla de la communication, c'est encore les mots de Philippe Moreau-Chevrolet, s'arrêterait du jour au lendemain. Le balance ta blouse risque encore de faire des petits. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces images, André Gatolin? Elles sont dures quand même, elles sont dures pour la personne qui est en train de parler. Parce que je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et j'ai fait ma thèse sur justement cette incursion du geste créatif, artistique dans la contestation, qui est extrêmement important et qui remonte. Alors les suffragettes, c'était un petit peu différent, mais aux années 60 aux États-Unis, c'est un Américain qui s'appelle Joe Skaggs, qui était un grand ami de John Lennon, qui au moment de la guerre du Vietnam mettait en scène des fausses crucifixions et qui est devenu, qui est toujours un personnage vivant et qui sont les spécialistes du happening. Mais plus récemment, un mouvement que j'ai beaucoup suivi, qui est le mouvement des intermittents et des précaires. Effectivement, il y avait la dimension artistique parce que on est dans une société dont la sociologie du travail évolue vers des métiers qu'on dit culturellement créatifs. Et donc, les gens
utilisent les moyens d'expression qui sont les leurs, qui par ailleurs sont adaptés à une certaine... Bon, ça c'est l'analyse sociologique. Mais là, ce sont les outils de travail dont ils se débarrassent. Enfin, outils de travail, excusez-moi, si la le robe code d'un du avocat... travail pour les inspecteurs du travail. D'accord, non mais si la robe d'un avocat c'est son outil de travail, j'aimerais savoir ce qu'il a dans la tête. C'est là pour l'outil de travail. Chez un intellectuel, et là, oui, bah, c'est l'uniforme. Donc il n'y a pas à se vanter de porter une robe ou de porter un képi ou autre chose. Je crois que ça c'est autre chose. Mais je pense, il n'y a pas de violence. Si c'est ça, je préfère ce genre de manifestation. C'est important. Après, il faut se dire, l'impact, il est toujours gênant pour l'autorité en face, parce que ça perturbe, et c'est très bien pour ça. Après, en termes de communication, je ne suis pas sûr que même vu 300 ou 366 000 fois, ça va créer un climat de sympathie beaucoup moins qu'une manifestation traditionnelle. Disons que c'est une manière de s'exprimer. Ce que je note dans ce mouvement, c'est que depuis qu'il y a son ralentissement qualitatif, il y a une tendance vers des actes de radicalisation, on a vu des coupures, et puis on fait de plus en plus appel, il y a des perches quand même qui sont tendues, et on peut le voir y compris dans le monde de la culture, auprès des intermittents, parce qu'ils ont ces pratiques de happening, de désobéissance civile, auprès des milieux créatifs, ou des avocats, ou des gens qui ont une capacité de communication extrêmement forte. Donc on remplace, on va dire, la qualité, ça serait péjoratif, par la quantité. Attention, je ne suis pas sûr, et on pourrait revenir sur les revendications des avocats. Globalement, la réforme dit ce qu'ils demandaient depuis des années. Allez, on va parler. On nous dit, le seuil, on la baisse, c'est plus 40 000, c'est 32 000. Vous l'avez dit. Les avocats, ça défend n'importe quelle cause. Voilà. Vous l'avez dit, on vous a entendu. On pourrait y aller sincèrement. Allez, on va parler écologie, ça vous intéresse? Vous êtes un ancien membre d'Europe Écologie Les Verts. Avec vous, Fanny Conquis, des scientifiques alertent sur une classe très spécifique de pesticides. Ça va très loin, ils parlent de catastrophe sanitaire. Oui, alors ce matin, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques auditionnait plusieurs professeurs, chercheurs et des membres de l'ANSES. Ce matin, il était question des SDHI. Bon, c'est un terme un peu barbare. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pesticides utilisés pour détruire champignons et moisissures. Ils sont utilisés depuis les années 60 sur les cultures de céréales et les arbres fruitiers. Mais depuis les années 2000, leur usage s'est répandu et beaucoup plus large pour traiter par exemple les pelouses, les stades de foot ou encore les terrains de golf. Il y a 2 ans, des chercheurs avaient déjà alerté sur le sujet dans une tribune dans Libération. Et hier, 450 scientifiques et médecins ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour demander l'application du principe de précaution. Selon leurs études, en effet, outre les dégâts considérables des pesticides sur la biodiversité, eh bien, ces données laissent prévoir le risque additionnel chez l'homme d'une catastrophe sanitaire liée à leur usage. Concrètement, quels sont les risques qu'ils auraient identifiés? Alors, le phénomène scientifique est un peu complexe. Je vais essayer de simplifier les choses comme je peux. En fait, ces fongicides ont un effet sur les cultures. Certes, c'est l'objectif. Mais selon ces scientifiques, ces fongicides pourraient agir aussi sur le système des animaux et des hommes, avec des conséquences qui pourraient être graves. Elles pourraient accélérer, par exemple, des maladies comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, des tumeurs du système nerveux ou encore certains cancers. Alors ce matin, Pierre Rustin, il est directeur de recherche à l'INSERM. Il est signataire de cette tribune dans Le Monde. Il était devant les sénateurs. Écoutez. Est-ce que les SDHI sont toxiques pour les cellules humaines? Et la réponse, c'est oui. Plus qu'on peut prévoir comme conséquence des SDHI, c'est des atteintes neurologiques. On n'a pas de lien établi, mais quand même, un minimum de principe de précaution devrait être d'arrêter. Parce que quand on a des molécules qui ne sont pas spécifiques, qui sont supposées créer des Parkinson, et qu'on a des Parkinson dans les populations exposées, eh ben on se met à réfléchir et on applique le principe de précaution. Alors, Pierre Rustin a également souligné un autre problème, le fait que ces pesticides ne seraient peut-être pas aussi efficaces qu'on pense et que leur usage, donc, ne serait peut-être pas justifié. Ni la FNSEA, ni l'UIPP, ni l'ANSES, avec tout ce qu'on a insisté, n'ont été capables de nous donner aucun chiffre sur l'efficacité des SDHI. Le bénéfice-risque des SDHI n'est même pas démontré. Alors, on a bien compris, Fanny, les membres de l'ANSES étaient aussi auditionnés ce matin. Oui, effectivement. Après les chercheurs, les membres de l'ANSES étaient auditionnés. Le directeur général, Roger Genet, a reconnu que ces chercheurs avaient sûrement raison dans un sens, qu'il fallait faire évoluer les modes d'évaluation et les tests sur ces pesticides et que d'ailleurs, certaines études étaient en cours. Mais selon lui, cela n'invalide pas pour autant les évaluations menées par ses propres équipes. Selon lui, pour l'heure, ces SDHI ne présentent pas de danger. Écoutez. On le sait tous. Quand on utilise des médicaments
des produits phytosanitaires ou des produits biocides, ce sont des produits évidemment toxiques par construction qui visent à une cible particulière, et c'est l'usage également, la dose, qui fait que dans les conditions utilisées, on n'a pas effectivement de risque inacceptable pour l'homme ou pour l'environnement. Alors, dernière chose à mentionner, sur ce sujet, 3 ONG ont annoncé avoir demandé à l'Agence de sécurité sanitaire la mise en œuvre du principe de précaution sur 3 produits liés à ces SDHI. Ils ont demandé leur retrait du marché, une initiative qui est soutenue par plusieurs parlementaires, par les députés Delphine Batho et Loïc Prud'homme, et aussi par le sénateur écologiste Joël Labbé, qui est très concerné par ces sujets-là. Ces ONG ont annoncé qu'en cas de réponse négative ou d'absence de réponse de l'ANSES, eh bien, elles saisiraient le tribunal administratif pour obtenir le retrait de ces produits. André Gattolin, comment vous réagissez à cela? Est-ce que vous êtes inquiet quand vous lisez cette tribune dans Le Monde et quand vous entendez ce chercheur qui alerte sur les risques? Je ne suis pas inquiet en lisant la tribune dans Le Monde parce que c'est un sujet qui ressort déjà depuis plus de 2 ans. Il y a eu le livre de Fabrice Nicolino, alors on peut dire c'est extrême, enfin en qualité de lanceur d'alerte, il a souvent soulevé de vrais sujets, même si parfois on peut dire il y a une amplification. Je pense qu'il y a un vrai problème. On a un problème sur l'ANSES. Moi je ne comprends pas quelque chose qui est dans l'autorisation des produits et en même temps qui coordonne et qui réalise les études. Moi, je suis dans le principe de la séparation des pouvoirs. J'aimerais que les choses soient beaucoup plus claires et indépendantes. On me dit, mais oui, mais pour être efficace, pour bien décider, il faut que ce soit nous qui commandions les études. Alors, leur réponse, c'est de dire, déjà, depuis quelques mois, nous avons demandé à l'INSERM un certain nombre d'études. Et puis, quand ils voient les études arriver, ils disent, les études ne sont pas suffisantes. Il y a quand même une forte suspicion. Il s'agit d'une enzyme qui bloque, je dirais, la respiration, la capacité d'aération des champignons, des moisissures, des champignons qui atteignent aux productions. Et effectivement, après, c'est très difficile. Donc vous seriez pour appliquer ce principe de précaution? Moi, je suis pour qu'on étudie l'engagement du principe de précaution. On l'a dans la Constitution. Il faut argumenter et il faut que l'objet des études, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est de dire attention, jusqu'à quel niveau aujourd'hui en l'état du débat on peut se permettre de continuer à commercialiser, quitte à revenir après en disant les études. Mais oui, une forme de principe de précaution en se donnant le temps. Parce qu'on sait très bien qu'on ne sait pas arrêter l'utilisation d'un produit. Aujourd'hui, on ne sait pas combien ce fongicide, combien de tonnes sont écoulées par an. On nous parle de 5 à 700 tonnes, on pense beaucoup plus. Donc il n'y a pas un vrai contrôle. C'est la vraie difficulté aujourd'hui sur ce marché des pesticides, des fongicides, etc. C'est le degré d'utilisation. Donc après, on peut faire toutes les analyses théoriques qu'on veut. On n'a pas non plus en contexte des analyses au long cours épidémiologiques. Alors on peut dire on va attendre une étude épidémiologique par cohorte sur 20 ans et puis on décidera après. Je crois que là, il faut être très très prudent et très réactif. Allez, si vous le voulez bien, direction l'hémicycle à présent. Les sénateurs examinent un texte sensible, ça n'a échappé à personne, le projet de loi bioéthique. Ils ont adopté la nuit dernière l'extension de la PMA avec des limites, notamment sur le remboursement par la sécurité sociale des PMA dites non médicales. Alice Bardot, vous suivez tout cela de très près pour nous, pour Public Sénat. Maintenant que l'article sur la PMA a été voté et passé, quel est le volet du texte qui a été examiné aujourd'hui ? Alors encore une fois, Rebecca, c'est un sujet clivant qui a fait débat dans l'hémicycle, pouvoir congeler ses ovocytes pour avoir un enfant plus tard. Alors aujourd'hui, c'est possible dans 2 cas, pour des raisons médicales ou dans le cadre de dons. À partir de 5 ovocytes donnés, on peut garder les autres pour soi. Une situation qui pose problème, puisque dans certains cas, c'est cela qui justifie les dons. Alors ce n'est pas le seul argument qui a été avancé tout à l'heure dans l'hémicycle en faveur de cette mesure. Il y a notamment le célibat des jeunes femmes, de plus en plus fréquent dans la société actuelle, mais aussi des études plus longues et la volonté ou parfois la nécessité de faire carrière avant de faire un enfant. Alors d'où la position d'Alain Milon, le président LR de la Commission des Affaires sociales. On l'écoute. Nous sommes responsables de la société dans laquelle nous obligeons nos jeunes filles à vivre, puisque c'est nous qui l'avons faite, puisqu'on est arrivé avant eux, faisons en sorte que par la suite elles puissent vivre mieux, certainement pas dans l'autoconservation des gamètes, mais en leur permettant d'avoir des grossesses plus jeunes. Et comme pour l'instant on ne peut pas, mettons en place un soin palliatif.
Car l'horloge biologique des femmes tourne, elle tourne plus vite que celle des hommes. Et de l'avis de beaucoup de sénateurs de gauche notamment, les femmes méritent que l'égalité soit rétablie. Alors du côté des opposants à cette mesure, à droite principalement, on craint au contraire que les femmes fassent le choix de congeler leurs ovocytes sous la pression de leurs employeurs et de la société, et on alerte sur les risques des grossesses tardives. Mais pas que. On écoute Philippe Bas, le président LR de la Commission des lois. Moi j'ai peur qu'on se transforme en marchand d'illusions. Et j'ai peur qu'on crée, à travers une forme d'épargne d'ovocytes, une fausse sécurité. J'ai peur qu'on donne l'illusion qu'il puisse s'agir d'une sorte d'assurance grossesse. Il n'en est rien. Alors au départ, le gouvernement s'est voulu rassurant, espérant pouvoir rétablir les garde-fous que l'Assemblée avait enlevés du texte, comme les conditions d'âge, ce qu'il n'a pas obtenu. Le Sénat a finalement rejeté la mesure à une voix près. Merci beaucoup Alice pour toutes ces précisions. Ce sont des discussions toujours passionnantes, André Gattolin. Le Sénat qui supprime l'autoconservation des gamètes, il a bien fait ? Écoutez, c'est pas un dossier malheureusement que j'ai beaucoup suivi et je discutais tout à l'heure avec quelques collègues qui me disent on vote, on n'y comprend rien. Oula. Je le dis parce que, et ça c'est inquiétant, donc je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet. Moi j'ai des principes là-dessus. Bon, la PMA je suis pour, je suis contre la gestation pour autrui parce que dès lors que les risques sont importants de marchandisation du corps, et j'entends l'argument qui était donné par exemple de dire attention, la pression des employeurs pour dire à une femme tu peux garder tes ovocytes et donc on verra tu feras des gosses plus tard, et faire presque signer un contrat tacite. Il faut bien dire, on va pas, c'est pas ce gouvernement particulier, c'est la tendance globale de la précarisation des contrats de travail. On risque de se retrouver dans une société où on aura des pressions de cet ordre-là. Donc je dis, il faut être quand même extrêmement prudent là-dessus. Je ne veux pas m'engager plus sur cet aspect-là, la conservation. J'ai toujours peur quand on me dit la conservation est dans le temps. On parlait d'écologie, c'est comme les gens qui sont censés gérer sur des centaines, voire des milliers d'années, les déchets nucléaires. Qui sera là pour gérer ce qui va se passer après? Pour gérer l'après. Qui va hériter des ovocytes quand la personne... Ça, je ne sais pas répondre. Peut-être que ça a eu lieu. Il se trouve que j'étais en déplacement en Pologne pour les commémorations de la libération des camps d'Auschwitz et puis de Birkenau. Donc je n'ai pas suivi. Parfois, il y a des lois, il faut bien l'avouer. Et d'autres de vos collègues s'en sont chargés, en tout cas. Merci. Je pense. Merci infiniment, André Gattolin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les trois d'avoir fait partie de ce club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair, consacré ce soir à la lutte contre la radicalisation. On a appris cette semaine que 16 personnes avaient été écartées des services de renseignement depuis 2014 pour leur potentielle radicalisation ou celle de leur entourage. Les autorités font-elles tout ce qu'il faut pour lutter contre ce phénomène? Où en est-on d'ailleurs dans cette lutte contre la radicalisation? La commission d'enquête du Sénat a auditionné ce matin la journaliste Zineb El Razoui. Fabien Recker a suivi cela pour nous. Une intervention centrée sur l'influence des frères musulmans en France. Face aux sénateurs, Zineb El Razoui lance cet avertissement. Je ne crains pas de dire qu'ils sont aujourd'hui aux portes du pouvoir. Les frères musulmans sont des gens qui, bien souvent, n'ont pas de différence vestimentaire avec les personnes laïques. Ce sont des personnes qui s'habillent en costume, qui se mettent en cravate, qui se rasent, qui sont moins braquées sur les expressions visibles de l'islamisme, contrairement aux salafistes, mais il faut savoir que les frères musulmans sont, du point de vue du dogme, des salafistes. Dans le collimateur de Zineb El Razoui, l'AMIF, Association musulmane pour un islam de France. Portée par l'essayiste Hakim El Karoui, elle promeut un islam indépendant financièrement et théologiquement, et pourrait être un des piliers de l'islam de France qu'Emmanuel Macron appelle de ses vœux. Appointer l'AMIF comme instance représentative de ce qu'ils appellent l'islam de France va générer quelque chose d'ingérable. Car en réalité, l'AMIF, constituée d'un volet cultuel et d'un volet culturel, abriterait de nombreuses personnalités en lien avec les frères musulmans. Pour l'essayiste,
L'idée même d'un interlocuteur représentant les Français de confession musulmane est une atteinte à la laïcité. La République française ne doit jamais adouber un intermédiaire communautaire entre ses citoyens et elle-même. Les Français de confession musulmane sont représentés par leurs élus. Elle apporte par sa liberté de parole, sa liberté de pensée, une vraie analyse de ce qui se passe dans notre pays. D'ailleurs, au nom de cette liberté de pensée, cette liberté de parole et liberté d'expression, elle vit sous protection, ce qui en dit long quand même. Une parole qui ne suscite pas l'unanimité au sein de la commission d'enquête. Certains sénateurs, absents à l'audition officiellement pour des raisons d'emploi du temps, se disent en désaccord avec les positions de Zineb El Razoui. Et avec nous pour Sénat en clair, on vous retrouve Jacqueline Eustache-Brinio. On vient de vous voir dans le sujet de Fabien Recker, sénatrice LR du Val d'Oise, rapporteur de la commission d'enquête sur le développement de la radicalisation islamiste et les moyens de le combattre. Céline Bardet, bienvenue, je vais y arriver. Vous êtes juriste internationale, spécialiste des questions de terrorisme, experte justice, sécurité pour l'Union européenne et l'ONU. Georges Fenech, bienvenue. Vous êtes député honoraire, ancien magistrat, consultant pour CNews et vous êtes à la tête d'une mission de formation des élus et des collectivités pour prévenir la radicalisation et le terrorisme. Mathieu Delahousse, bienvenue à vous également, journaliste à l'Obs, spécialiste des affaires de justice, auteur de ce livre « La Chambre des coupables, la justice française face aux djihadistes français ». Le temps passe vite, alors n'hésitez pas à répondre de manière concise, on a un débat passionnant. Je ne crains pas de le dire, les frères musulmans sont aux portes du pouvoir, nous dit Zineb El Razoui. Est-ce qu'elle exagère, Mathieu Delahousse? Alors là, c'est le seul domaine sur lequel moi je ne peux pas intervenir directement, sachant que c'est une analyse qui dépasse de bien loin le seul cadre judiciaire. Moi, ce que j'ai entendu sur les débats sénatoriaux aujourd'hui, c'est sur un angle extrêmement précis. C'est est-ce qu'aujourd'hui, des structures dites de déradicalisation peuvent exister? Donc je me permets juste de répondre peut-être effectivement de façon concise, mais de cette façon-là. Et je pense que le débat est extrêmement complexe et qu'effectivement, il ne faut pas qu'il soit pris en otage par tout ce qui concerne le débat politique sur l'islamisation de la France, qui est un débat sur lequel je pense qu'il faudrait plusieurs heures ou plusieurs années. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les services publics Matignon et ministère de la Justice en tête ont mis en place des structures associatives surveillées pour une partie des terroristes, soit sortant, soit étant laissés en liberté, pour qu'il y ait un suivi qui effectivement ne s'appelle plus des centres de déradicalisation. Plus personne ne parle comme ça effectivement dans les instances gouvernementales, mais de désengagement. Ces associations, pour faire extrêmement rapide, ont été expérimentales durant 2 années entre 2016 et 2018 après Saint-Étienne-du-Rouvray où il y a eu un drame terrible. Seules 23 personnes ont été suivies. Il y a une autre association aujourd'hui qui mène sous égide de l'État ce genre d'opération. Il y a 77 personnes seulement. Donc effectivement, la grande crainte, c'est d'avoir une structure étatique qui soit menée avec énormément de prudence, énormément de mesures, et de l'autre côté, des associations qui sont aujourd'hui dénoncées, mais qui sont dans un cadre beaucoup plus périphérique, et je ne pense pas qu'on puisse les englober de façon aussi facile dans un danger, en tout cas qu'il y aurait à vouloir accompagner ces gens qui sortent soit de prison, soit des instances judiciaires. Zineb El Razoui n'est évidemment pas la seule à parler d'une infiltration rampante de mouvements islamistes. François Pupponi, ancien maire PS de Sarcelles, publie Les Émirats de la République. Il y raconte comment l'islam politique fait une percée politique progressive à Sarcelles. Dans le JDD, il nous dit « Ce sont des loups déguisés en agneaux. Leur objectif est simple, prendre le pouvoir, c'est du militantisme religieux et politique. » Georges Fenech. Oui, c'est la question de l'avancée de l'islam politique, d'un islam fondamentaliste qui est incarné par les frères musulmans par rapport à l'islam traditionnel tel qu'on le connaît notamment en France. Et c'est quelque chose qui doit effectivement nous préoccuper parce qu'il est à l'origine aussi d'autres phénomènes difficiles pour une république, c'est-à-dire le communautarisme. Et quelquefois, la radicalisation, et quelquefois le passage à l'acte. Donc il faut lutter effectivement contre cette idéologie extrême, cette idéologie fondamentaliste, voire radicale, qui est incarnée aujourd'hui par les frères musulmans, qui font une avancée non seulement dans le monde musulman, mais aussi dans le monde occidental, auprès des musulmans. Ils agissent discrètement, intelligemment, en formant des élites, a dit Zineb El Razoui, Jacqueline Eustache-Brinio. Oui, c'est intéressant d'échanger avec elle sur ce sujet. Parce qu'est-ce qu'on a assisté à quoi dans ce pays depuis plus de 20 ans? C'est aujourd'hui, le loup est là, mais il ne s'est pas infiltré dans ce pays en 8 jours. D'abord, ils sont passés par les quartiers. Ils ont essayé d'isoler les quartiers et aujourd'hui, les universités sont
un vrai sujet de réflexion sur la place de l'islam dans l'université. Il ne faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, quand elle dit les frères musulmans sont au port du pouvoir, elle a entièrement raison. Elle a entièrement raison parce qu'ils se sont inscrits dans notre pays en utilisant toutes nos failles de liberté, en fait. Voilà, ils ne se sont pas installés dans notre pays. Et il faut savoir que, bon, c'est un phénomène qui ne concerne pas que la France, mais en Europe, c'est la France qui est le plus en danger face à ce problème. Et pourquoi aujourd'hui elle s'est exprimée de manière aussi claire, aussi nette? C'est que s'ils sont aux portes du pouvoir, c'est que le président de la République aujourd'hui veut s'appuyer sur une association qui s'appelle l'AMIF, qui a donc 2 pôles, culturels et cultuels, dans lesquels il y a des frères musulmans. Et elle a raison de le dire. Donc c'est le sujet aujourd'hui. Oui, elle en a beaucoup parlé pendant. Mais elle a raison d'en parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire, et vous avez raison, parce que c'est un vrai combat, on va se battre contre le communautarisme. Et moi, je suis élue de banlieue, donc je sais de quoi je parle. Donc, on ne peut pas lutter contre le communautarisme en utilisant celles et ceux qui nous ont amenés là. Céline Bardet, je vous donne la parole dans un instant. On va juste prolonger ce que vous dites en allant en salle des conférences. On va rejoindre Alexandre Poussard, puisqu'il est avec la sénatrice qui est vice-présidente de la commission d'enquête sur la lutte contre la radicalisation, Nathalie Goulet. On l'écoute et je vous fais réagir après. Nathalie Goulet, ce matin, Zineb El Razoui a beaucoup axé son propos sur l'influence grandissante des frères musulmans dans la société française. Est-ce que selon vous, il représente un danger, notamment au vu de la montée de l'islam radical ? Bon, d'abord, j'étais en séance, donc je n'ai pas été à l'audition, mais je connais bien son discours et je connais surtout ce combat, parce que je vous signale que j'ai déposé plusieurs questions écrites, plusieurs questions d'actualité, notamment sur des prêcheurs liés à Al-Qaradawi, donc le mentor des frères musulmans. Donc oui, à mon sens, c'est une vraie difficulté, un vrai combat, et je crois qu'il faut vraiment alerter, et à mon avis... on a déjà ici travaillé sur le financement des associations, on a du mal, on a voté 3 fois des règles concernant le financement. Elles ont été 3 fois non suivies par l'Assemblée nationale. Donc il serait peut-être temps d'écouter le Sénat là-dessus aussi. On a aussi essayé de voter un texte avec mon collègue André Reichardt à la suite du rapport sur l'islam pour la formation des ministres du culte, parce que là aussi, on a des imams qui viennent de n'importe où, qui sont formés à peu près n'importe comment, et dont on ne peut absolument pas contrôler les prêches. Donc c'est un vrai sujet. Donc la solution dans la lutte contre la radicalisation, ce serait de mieux encadrer, de créer un vrai islam de France ? C'est déjà de former les imams en France, le texte dans le contexte. C'est une évidence. On ne peut plus envoyer nos imams formés à l'étranger et on ne peut surtout plus recevoir des imams formés à l'étranger en France. Vous savez qu'au moment du Ramadan, il en arrive à peu près 450 en supplément, avec des visas de touristes. Je ne suis pas très sûr qu'ils soient bien suivis. Je suis surtout pas sûr qu'ils rentrent chez eux. Et encore une fois, on ne sait pas du tout comment les prêches sont faites et si elles sont conformes aux règles de la République. Une question sur le rôle des maires dans cette lutte contre la radicalisation. Est-ce qu'il faut les mettre en première ligne dans ce combat? Est-ce qu'ils sont assez bien informés? Je crois que depuis Bernard Cazeneuve, on a beaucoup travaillé là-dessus. La délégation collectivité locale ici a aussi beaucoup travaillé. Je crois que les maires doivent être informés. Je crois aussi qu'il faut faire attention parce que, encore une fois, ce sont des sujets délicats. Vous pouvez être fiché S et pas avoir commis d'actes délictueux. Donc il faut aussi être très prudent. Bernard Cazeneuve était très prudent. Je crois aussi qu'il faut l'être. Je crois qu'ils sont informés, mais ils sont surtout démunis. Et je crois que la règle absolue, c'est d'appliquer la loi de la République avec une tolérance zéro pour les ennemis de la République. Très bien. Merci beaucoup Nathalie Goulet pour votre analyse. Merci beaucoup Alexandre. Beaucoup de choses ont été dites. Céline Bardet, le Sénat qui vote des lois qui ne sont pas suivies et ce rôle des maires. Oui, alors moi je m'inscris un peu moins. D'abord je suis juriste, donc je pense que c'est important de le rappeler sur les crimes internationaux. Donc je ne suis pas trop dans la question de la politique, certaines formes d'islamisme politique, etc. Mais justement c'est intéressant tout ce qui est dit parce que moi je crois qu'il y a une constante approche, même de ce que j'entends jusqu'à maintenant, qui est très portée sur le risque, sur la peur, sur plein de choses, mais qui est légitime et qui est importante. Attention, je veux ça, mais moi j'aimerais qu'on parle aussi d'autres choses. Est-ce qu'on peut avoir une approche aussi plus criminologique sur ces questions? Est-ce qu'on peut essayer de discuter? C'est quoi une approche criminologique? En tout cas, qui n'est pas que basée sur le risque, c'est-à-dire quels sont les profils de ces personnes qui sont différents. Il y a un diagnostic qu'on commence un peu à avoir en France depuis quelques temps quand même, mais une qui approche reste qui serait la même qu'on aurait avec un meurtrier, un serial killer. Mais avec oui, mais là on est évidemment sur des crimes qui sont très graves. Mais quand on travaille sur la question de crimes de guerre crimes contre l'humanité, on est face à des auteurs de
crimes extrêmement multiples, avec souvent aussi des idéologies qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais bon, voilà. Mais oui, je pense qu'il y a des choses à faire autour de ça. Et juste, je réagissais parce que j'entendais, par exemple, bon, effectivement, c'est important de dire, on parle des fichiers S. Il y a plein de profils différents. Il y a des gens qui ne sont pas passés à l'acte. Donc, comment on fait par rapport à ça? Moi, j'interviens au SPIP, par exemple, et c'est assez intéressant sur ces questions. Je pense qu'il y a des choses à développer au niveau du pénitentiaire, au niveau de l'accompagnement, de savoir qui fait cet accompagnement. Donc, je regarde, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, la question des associations, qui sait. Donc, il y a un besoin d'expertise. Et il y a aussi, je voulais dire, des exemples au niveau international aussi, dans d'autres pays dont j'entends très peu parler en France. Moi, je suis beaucoup à l'intérieur. Oui, nous, on ne s'inspire pas et que je pense qu'on ne regarde pas beaucoup. Et c'est assez français aussi. C'est pas du tout du French bashing, mais on a souvent tendance quand même à dire... Mais oui, mais c'est vrai, à être auto-centré, alors même que d'autres pays européens essaient de regarder ce qui se passe un peu ailleurs et sur des choses un peu similaires. On en discutait aussi tout à l'heure, la question des enfants soldats, par exemple. On parle beaucoup des enfants rapatriés ou pas. Qu'est-ce qui a été fait sur les travaux de réhabilitation avec Alors, les enfants? on va faire la parole, ça réagit beaucoup. Georges Fenech, Mathieu Delahousse et Jacqueline Eustache-Bringue. Je vais revenir au sujet qui était abordé tout à l'heure, à savoir la réponse de Nathalie Goulet, la question des maires. Elle est centrale. La question des maires est centrale. C'est-à-dire que qui connaît mieux que le maire? La population. Et ce que j'ai été amené à constater, puisque maintenant je fais un tour de France depuis 2 ans avec 2 de mes anciens collègues députés, on a créé un institut de formation pour justement les élus. Et dans le cadre des plans nationaux, notamment le dernier plan national du Premier ministre, qui incite fortement à la formation des élus et des agents territoriaux. Les former à détecter? Alors, c'est ça qui nous a frappé, c'est l'absence d'information et la méconnaissance en réalité du phénomène. Et les élus sont très demandeurs aujourd'hui. La connaissance, c'est quoi? C'est effectivement qu'est-ce que c'est que la radicalisation? Comment détecte-t-on les signaux faibles? C'est à partir de là qu'il faut immédiatement mettre en place une action qui est d'ailleurs prise en compte par le gouvernement aujourd'hui dans le cadre du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. On a ajouté un R avec des fonds importants. Il y a eu 67 millions d'euros pour l'année 2019, dont 11 millions pour justement la lutte contre la radicalisation. Et là, vous avez tout un programme qui a été déployé auprès des écoles hors contrat, par exemple, l'endoctrinement, etc. Est-ce que ça ne fait pas peser trop de responsabilités sur le maire? Non, le maire a une obligation de cela. Vous savez, le maire d'être au courant des fichiers S, par exemple. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors, d'abord, fichiers S, arrêtons si vous voulez parler de fichiers S, parce que ça n'existe pas. C'est le FSPRT. C'est peut-être par facilité de langage qu'on dit fichier S, mais le fichier S est un autre fichier que le FSPRT, qui est le fichier de la sécurité et de la prévention de la radicalisation, où il y a à peu près 23 000 noms. D'accord, alors le fait de tenir au courant, les maires, ça ne leur fait pas peser une l'information, mais bien sûr, mais les maires sont demandeurs aujourd'hui. Les maires ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des responsables, ils sont élus, ils sont premiers magistrats de la ville, ils sont même officiers de police judiciaire par leur qualité de maire. Donc il n'y a pas de raison de se méfier des maires. Donc les maires aujourd'hui sont informés par les préfets, par notamment la cellule départementale de vigilance et de suivi. Vous avez des maires qui ont aujourd'hui mis en place, notamment à Marseille, je l'ai vu avec Laurent Nunez par exemple, dans le 2e et 3e arrondissement de Marseille, des CMER, des cellules municipales d'échange sur la radicalisation, où vous avez la justice, la protection judiciaire, les éducateurs, etc., qui échangent et partagent l'information dans le respect des secrets professionnels, mais qui échangent de l'information et qui reçoivent l'information. Un maire, quand il va désigner un responsable d'une crèche ou un responsable associatif, il faut quand même qu'il sache si cette personne n'est pas radicalisée, ne présente pas un danger. Donc il y a un besoin d'information. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme de chaudron. En fait, il y a un chaudron politique que tout le monde connaît. Et je pense que c'est un peu l'ambiance autour de cette table, voire même autour du Sénat aujourd'hui, sur le débat politique sur l'islam, qui judiciairement me dépasse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais en revanche, le chaudron, c'est comment dans une ville comme Strasbourg, le préfet, le maire, les policiers, les services de renseignement se réunissent et quand il y a une attaque, comme c'est arrivé il y a 1 an et demi sur le marché de Noël, le nom de Chérif Shekat sort parce qu'on sait que cet homme était suivi, non pas fiché S, puisqu'il y a une classification aujourd'hui obsolète, mais parce que tout le monde le connaissait. Et aujourd'hui, c'est ce travail qui est d'une complexité infinie, qui est d'une finesse obligatoire avec des gens qui ne sont pas du même métier. Et ce
que moi je voudrais simplement expliquer de mon poste de journaliste qui observe ces choses-là, c'est qu'il faut vraiment expliquer à l'opinion publique qu'il y a plusieurs étages aujourd'hui que l'État, dans sa globalité, et sans arriver forcément à le faire avec beaucoup de succès, tente de mener. C'est les individus du haut du spectre, qui sont dans des maisons d'arrêt ou comme dans des prisons comme à Vendin-le-Vieil, où il est hors de question d'avoir un suivi bisounours, si vous me passez l'expression. Et effectivement, mais que vous comprenez bien. Et ce bas du spectre qui est essentiel parce qu'il y a une forme de terreau du terrorisme qui se retrouve encore là-dedans. C'est-à-dire que toute cette vague de départ de 2013, 2014, 2015 vers la Syrie, il y a effectivement des adolescents, des gamins qui sont partis avec une idéologie très faiblement intégrée. Ils ne savaient même pas combien il y avait de piliers à l'islam. Et cela, entre guillemets, les gens des services pénitentiaires, les magistrats antiterroristes, qui ne sont pas non plus des enfants de cœur, pensent qu'ils sont récupérables. L'État pense qu'on peut aller les chercher. C'est une mission extrêmement délicate, mais quand on parle des associations qui travaillent avec l'État, quand on parle des services de pénitentiaires d'insertion et de probation, ces gens-là mènent un travail extrêmement fin qui peut-être aura une marge d'erreur qui est une marge d'erreur épouvantable, mais qui est indispensable parce que c'est des gens qui ne peuvent pas tous être placés en détention. Et la problématique, elle est très difficile émotionnellement par rapport à l'opinion publique, c'est que on ne peut pas mettre tous ces islamistes, si on considère qu'ils le sont tous, effectivement dans le même étage entre des gens qui sont très dangereux et sur lesquels il y aura un dispositif très complexe à mettre en place, et ceux qui sont, entre guillemets, sur une phase non pas effectivement de reconquête républicaine illusoire. Ce sont des gens qui ne vont pas devenir gardiens de la paix ou quoi que ce soit, même si on a parlé de la radicalisation dans les services publics. Mais c'est des gens qui effectivement peuvent être replacés un tout petit peu plus proche de la République. Et ça, c'est un défi que Édouard Philippe a lancé au mois de mars avec son plan d'action contre le terrorisme, que Nicole Belloubet fait. Ce n'est pas uniquement de l'illusion menée par certaines associations, mais effectivement, j'ai écrit un article la semaine dernière là-dessus dans l'Obs. Passez-moi l'image, mais c'est une porte étroite, effectivement. Jacqueline Lesage-Brignot. Ouais, moi, je voulais revenir sur quelque chose qui dépasse le cas de la radicalisation. Oui, c'est extrêmement important d'être extrêmement attentif à toutes celles et tous ceux qui pourraient passer à l'acte et qui se radicalisent au point de commettre des attentats, des meurtres, etc. On parle de ça, vous parlez de ça, d'accord ? Sauf que la radicalisation, ce n'est pas que ça. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on ramène à que ça. Justement, notre société, notre pays est face à un islam politique. Et la radicalisation, elle peut aussi se vérifier quand des pans entiers, des quartiers entiers sortent de la République. On se radicalise autrement. Et cette radicalisation, elle ne va pas mener à l'attentat, elle ne va pas mener au meurtre obligatoirement, mais elle va mener à ce que des enfants sortent de la République, à ce que des quartiers sortent de la République et que le pacte républicain soit menacé. C'est là-dessus qu'ils font le travail. Quand le Premier ministre et le ministre, M. Castaner, parlent de communautarisme, c'est un vrai danger pour l'unité de notre pays. Et ça, c'est un pan entier sur lequel nous devons travailler. Et moi, je voudrais juste finir, je voudrais juste aller jusqu'au bout de mon analyse. Vous avez des chiffres aujourd'hui dans certains départements. Alors, vous parliez tout à l'heure des maires, et effectivement, moi, j'ai fait partie des maires qui, depuis 2015, quand j'étais maire, mais je ne le suis plus, on a mis en place dans le département du Val-d'Oise toutes ces cellules de réflexion, parce qu'en région parisienne, on était peut-être plus concernés que la province il y a quelques années. Et c'est vrai que ces MER, là, c'est quelque chose que je connaissais. Bon, voilà, c'est important et les maires sont acteurs. Sauf que les maires, ils ne peuvent rien faire pour aller au-delà. Alors, pour repérer ce qui peut se passer dans les communes, etc. Mais une fois qu'ils vont repérer, ils peuvent faire sauf que, si, c'est pas ça. Sauf qu'une fois qu'on a repéré ce qui se passe dans nos communes, qu'on a formé notre personnel, et ça en banlieue parisienne, on l'a fait depuis longtemps, sur des signaux qui pouvaient alerter, ou dans les services jeunesse, sur des jeunes. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Sauf que ce qui ne fonctionne pas, c'est la lutte contre le communautarisme. Ça ne marche pas. Et les maires, ça, ils sont seuls pour le gérer. Ils sont seuls pour se dire comment la République passe partout, parce qu'elle est là, l'enjeu il est là. Et quand j'entends, parce que tout le monde a vu récemment qu'on nous dit qu'il y a 150 quartiers qui sont quand même dans une espèce de zone d'alerte rouge, ou verte ou grise, ou je ne sais pas, qui sortiraient de la République, et quand j'entends que derrière, dans ces mêmes quartiers,
Un ministre hier dit on va s'appuyer sur les associations, mais c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'État qui doit revenir dans ces quartiers. C'est l'État qui doit montrer les choses. Les associations, il y en a les 3/4, elles ont été infiltrées. Pourquoi on en est là? C'est que les associations aujourd'hui, même celles qui reçoivent de l'argent public, personne ne les contrôle. Donc à un moment, c'est la République et rien d'autre, et c'est l'État qui doit reprendre sa place dans certains lieux et dans certains quartiers. Céline Bardet. Non, mais je trouve que oui, effectivement, c'est intéressant et ça amène la question de ce que je disais un peu tout à l'heure. Peut-être que la première question qu'on devrait se poser aussi sur la question du communautarisme, donc je ne vais pas du tout aller là-dedans, c'est qu'est-ce qui fait aussi qu'on en est arrivé là? Donc c'est aussi un problème sociétal. Et donc il y a la question évidemment du passage à l'acte, du terrorisme, du risque et tout ça. Comme vous l'avez très bien dit, je suis complètement d'accord, c'est important de le faire. Mais il ne faut pas regarder que ça. Parce que sinon, je vois même pas l'intérêt. Donc la question, c'est où est-ce qu'on a failli? Qu'on dit qu'il faut que l'État revienne. Bah oui, bah donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas tout spécialisée là-dedans, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à un moment, il y a des quartiers entiers qui se retrouvent là-dedans? Parce qu'on a laissé s'infiltrer la religion. Mais oui, mais là, on en est tous responsables, je veux dire, quelque part, en tant que société. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces questions-là aussi, elles sont sociétales et qu'il faut qu'on se pose les questions. Moi, je me pose la question aussi de qu'est-ce qui fait, effectivement, qu'à un moment, il y a des gens, une partie de la population, des gens qui partent dans une idéologie, qui vont... Qu'est-ce qui fait ça? Et je trouve que vous l'avez très bien souligné aussi. Je pense qu'il faut distinguer. Moi, je connais plein de cas qui sont partis, qui n'étaient pas totalement idéologisés, qui ne savaient pas vraiment où ils allaient, etc. Donc, il y a plein de choses autour de ça. Et tout à l'heure, vous m'avez demandé, quand je vous disais l'approche criminologique, c'est une chose, l'approche aussi sociologique, de voir un petit peu qu'on travaille là-dessus. Moi, je trouve absolument que mais on tarde à le faire, c'est pas comme si on découvrait le problème. ça fait 20 ans mais tout à fait, mais c'est pour ça. C'est parce que c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que là, aujourd'hui, et encore aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup du risque, et qui, encore une fois, et bien sûr, je suis la première j'habite à côté du Bataclan, donc mais il faut que l'on regarde d'autres choses. Et on a mis énormément de temps, et même encore aujourd'hui, je suis désolée, mais moi, pourquoi? je ne le vois pas. Parce que c'est pollué par des clivages politiques, par une idéalisation du débat? Mais bien sûr, dès qu'on parle d'islam parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ce pays qui sont dans le déni. Tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait un sénateur ou une sénatrice qui n'était pas d'accord avec les propos d'Idem, mais qui n'a pas assisté à l'audition. Donc déjà... Qui a boycotté, vous voulez dire? J'en sais rien. Enfin, chacun est libre de ça. Mais enfin, en même temps, quand on n'assiste pas à une audition, c'est un peu compliqué de dire ce qui s'est dit ne me plaît pas. À ce moment-là, on vient de le dire. Enfin, je ne sais pas qui d'ailleurs. Je ne sais pas quel journaliste. C'est ça qui nous pollue. Enfin, à un moment, il faut quand même aussi que les politiques ne soient pas dans le déni de la réalité. La réalité, elle est là, et il y a des clivages politiques là-dessus, c'est vrai. Et tant qu'on ne sera pas d'accord sur le constat, on n'avancera pas. Georges Fenech, les maires que vous rencontrez, ils y vont à reculons? C'est une question sensible, compliquée, qu'ils n'ont pas tout à fait envie d'aborder? Oui, alors il y a certains maires, effectivement, qui sont hésitants parce que le fait de mettre ça un petit peu en avant, ça peut faire craindre à la population qu'il y a de la radicalisation. Donc ils ont une certaine crainte. En réalité, il n'y a aucun territoire de la République qui est à l'abri. Les maires doivent savoir qu'il vaut mieux agir très en amont, faire de la prévention et avoir, encore une fois, ce souci d'échange d'informations, d'être bien informé et de mettre en action des suivis, notamment par des équipes pluridisciplinaires. On n'a pas parlé de RIF, par exemple, qui est quelque chose qui marche bien, avec la justice notamment. Qui ne marche pas. Enfin, le programme a effectivement été interrompu il y a quelques mois, mais qui a bien marché. Qui a bien marché. Et qui est remplacé par un autre programme depuis peu. Oui, bon, moi, ce que je pense qu'il faut dire à ce stade, c'est qu'on est face à un défi colossal de notre société, vous avez raison. Qui recouvre non seulement la question pénitentiaire, judiciaire, mais la radicalisation, il vaut mieux agir en amont le plus tôt possible, plutôt que de déployer des moyens répressifs quand c'est trop tard. Bien sûr. Et agir en amont, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est la sensibilisation, etc. L'affirmation de nos valeurs. D'où l'intérêt de l'implication des élus, parce qu'ils sont directement au cœur de leur population. Et c'est le message qu'on retiendra. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce Sénat en clair. La suite de la LPL, c'est le match des idées, le grand débat. Mais d'abord, on va revenir sur l'invité politique de Bonjour chez vous. C'était Philippe Martinez, patron de la CGT. Il y a aussi des coupures de courant, je vous l'ai dit, en dehors des grèves. Donc tout est prévu. Donc il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu. Le problème... Et pour vous, le gouvernement jette de l'huile sur le feu? Évidemment. Alors, Philippe Martinez, il y a eu un groupe de militants de la CGT qui a fait intrusion dans les locaux de la CFDT. C'est tendu. Est-ce que vous avez condamné, vous, à titre personnel ou au nom de la CGT, cette intrusion? J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Il y a eu un communiqué de la CGT. Donc moi, j'aimerais que maintenant qu'on parle de la raison de cette colère sociale. Non, mais vous vous êtes exprimé, mais qu'on comprenne bien, vous êtes exprimé à titre personnel ou la CGT, c'est la CGT, le syndicat, qui condamne cette action? Il y a eu un communiqué de la CGT, vous l'avez lu,
vous pouvez le relire si vous voulez, et je me suis exprimé, et je suis le secrétaire général de la CGT. Par contre, j'insiste, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie les raisons de cette colère. Mais juste, est-ce que les personnes qui ont fait ça au siège de la CFDT, elles ont encore leur place à la CGT, puisque vous condamnez? Je ne sais pas qui c'est. Et vous le savez, vous non, mais si vous le savez, vous allez les exclure. Je ne sais pas qui c'est. Vous allez les exclure. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous avez appelé Laurent Berger? Mais vous le savez, il l'a dit, je crois, sur il a dit sur notre antenne. Pourquoi revenir sur des choses que vous savez? Non, il a dit sur notre antenne, mais il a dit aussi qu'il allait porter plainte contre X, puisque lui non plus ne sait pas qui c'est. Est-ce que vous pourriez vous associer à cette plainte? Mais nous, on porte plainte quand il se passe des choses dans les locaux, contre les locaux de la CGT. Et vous le savez peut-être pas, mais nous sommes aussi victimes de menaces. Est-ce que vous avez reçu, vous, à titre personnel, des menaces? Bien sûr. Même si c'est, de quelle nature? On reçoit plus de soutien, de solidarité, notamment avec les caisses de solidarité. Je reçois aussi des lettres d'insultes, des lettres racistes, parce que ce climat malsain, il entraîne toutes les dérives, du style « ça l'espagnol retourne dans ton pays ». Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont insupportables. J'ai reçu une lettre où il y avait un pétard dedans en me disant « on va te faire sauter ». Voilà. Mais ça fait partie de ce climat malsain. Et je pense que tous ceux qui jettent de l'huile sur le feu, comme ce député du Nord de La République En Marche, qui, lors des célébrations des assassinats de Charlie, compare les actions syndicales à du terrorisme, vous voyez ça, j'ai pas entendu le Premier ministre, j'ai pas entendu Madame Borne dire que c'était scandaleux de tenir ces propos. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme. C'est parti. Dans le grand débat, nous reviendrons sur la suite de l'examen du projet de loi bioéthique au Sénat. La page de la PMA est tournée. Son extension a été votée. Les sénateurs viennent aussi de supprimer l'autoconservation des gamètes, mais ils se penchent sur d'autres points extrêmement sensibles aussi. Diagnostic préimplantatoire, culture d'embryons. Un certain nombre de personnalités comme José Bové, Michel Rivasi s'en inquiète. Pas d'humanité génétiquement modifiée, nous disent-ils. L'éthique à la française peut-elle suffire à encadrer la recherche de demain? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, et j'interrogerai le sénateur communiste Pascal Savoldelli sur les inégalités de richesse qui se creusent dans le monde et notamment en France. Oui, ça fait partie des sujets que nous aborderons également. À tout à l'heure, Alexandre. Mais d'abord, notre match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre Benjamin Correa et Agnès Verdier-Molinier. On est à la veille de la présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres. Et c'est un vendredi noir que nous annoncent certains syndicats. Une journée digne du 13 septembre, nous dit même l'UNSA-RATP. Cette mobilisation peut-elle encore faire bouger les lignes? On ouvre le débat avec nos invités après les explications de Jordan Klein. Changement de méthode pour les opposants à la réforme des retraites. Depuis plusieurs jours, la grève dans les transports fléchit afin d'adapter la stratégie pour pouvoir tenir sur le long terme. Ainsi, ce vendredi devrait être une journée très compliquée, notamment à la RATP. Plusieurs organisations syndicales appellent à une grève, mais aussi à une manifestation dans la capitale. Et la date n'est pas choisie au hasard, puisque le projet de loi est présenté en Conseil des ministres pour la première fois. La CGT est bien déterminée, en fonction de la position du gouvernement, à prolonger ces journées d'action qui restent majoritaires dans le pays. Quand on a raison, face à une réforme dont plus personne au gouvernement n'est capable d'expliquer qu'elle est juste et simple, eh bien la détermination, elle ne faillit pas. Ralentissement de la grève, mais les actions continuent. Depuis quelques jours, les opposants à la réforme procèdent à des coupures d'électricité. La dernière en date, sur la zone d'Orly et de Rungis. Des méthodes dénoncées par le gouvernement. Ce sont des actes illégaux. Regardez, vous avez des personnes qui ont été interpellées hier parce qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Quand vous coupez sciemment l'électricité, que vous pouvez toucher plusieurs dizaines de milliers de personnes sans savoir à quoi utiliser l'électricité, qui peut être utilisée à des fins médicales, qui peut servir, et c'était le cas dans une affaire récente, à des dispositifs de sécurité, par exemple dans des établissements Céveso, des établissements industriels à risque. Vous avez des dispositifs de sécurité, par exemple de ventilation, qui marchent à l'électricité. Quand ils sont coupés, vous pouvez avoir la vie de salarié qui est mise en danger.
Le projet de loi devrait arriver à l'Assemblée nationale en commission spéciale dès le 3 février. La partie financière, elle, est renvoyée aux discussions de la conférence de financement qui débutera fin janvier. Et on a même une date pour cette conférence de financement. Elle est tombée ce soir. Ce sera le 30 janvier. C'est ce que vient de déclarer Édouard Philippe au journal La Croix. Avec nous pour ce match des idées, Agnès Verdier-Molinier, bienvenue, présidente de la Fondation IFRAP, et Benjamin Corria, économiste à l'Université Paris 13, membre des économistes atterrés. Merci à tous les deux d'être ici. Je le disais, certains syndicats annoncent un vendredi noir. Ils veulent toujours le retrait pur et simple du texte. Le texte, lui, continue son chemin. Il arrive en Conseil des ministres demain. On a cette date de conférence de financement. Est-ce que c'est peine perdue, cette mobilisation ? Moi, je ne crois pas du tout que ça soit peine perdue. Je ne veux pas dire que la mobilisation va gagner. Mais quand on regarde les tout derniers sondages, on s'aperçoit qu'il y a pratiquement 2/3 des Français qui ne veulent pas de cette réforme. 62, 63% suivant les indications. On est quand même dans une situation très particulière. C'est-à-dire que ce gouvernement a perdu la bataille de l'opinion, mais il peut gagner la bataille législative parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a une majorité. C'est aussi simple que ça. Donc je crois que c'est extrêmement malsain. Donc je crois que c'est pas du tout fini, mais je le pense, je le pense tout à fait sérieusement. Mais c'est pas la méthode Coué, quoi. Oui, c'est pas possible d'avoir affaire à une telle cécité. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que bon, là, le gouvernement a joué le pourrissement. Il a obtenu que la grève RATP, SNCF, etc. s'arrête, parce qu'au bout de 42, 44 jours, etc., ils l'ont tous dit, ils ont besoin de souffler sur tous les plans, de refaire leur batterie, etc. Mais je pense qu'ils sont extrêmement mobilisés. Et surtout, on a la preuve qu'on est en train de refaire 95. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas des masses de millions de gens dans la rue, c'est la grève par délégation. C'est-à-dire que même après le retrait formel de l'âge pivot, parce qu'en fait c'est l'âge pivot de 2027 qui est provisoirement retiré. L'âge pivot comme principe équilibrateur, il est lui maintenu. Donc même après ça, on a un progrès dans la demande de retrait. Donc je pense que c'est pas fini. Sur un plan un peu plus éco, on commence à en savoir un petit peu plus aussi sur les perdants et les gagnants de cette réforme des retraites. Agnès Verdier-Molinier, l'étude d'impact, elle sera a priori présentée demain, mais nos confrères du Monde ont eu accès à une version intermédiaire. Je vous lis les enseignements qu'en a tiré par exemple le chroniqueur éco François Langlais sur RTL. Les grands gagnants devraient être les petites retraites, dont le seuil va être relevé à 85% du SMIC net, soit environ 1 000 euros. Ceux qui ont les retraites les plus élevées des carrières dites ascendantes seront quant à eux moins favorisés. Alors ce sont des conclusions qui peuvent un peu surprendre. Agnès Verdier-Molinier, quelles sont vos conclusions à vous sur cette réforme des retraites ? Non, mais c'est pas du tout étonnant parce que revaloriser au niveau de 1 000 euros les petites pensions, nous on a chiffré à la Fondation IFRAP que c'était entre 1 et 2 milliards par an de plus dépensés par rapport à la situation actuelle. Donc oui, c'est clair, il y a aussi d'autres mesures comme celle de ne pas contraindre notamment les femmes à travailler jusqu'à 67 ans et de leur permettre de travailler que jusqu'à 64. Mais ça demande aussi des efforts de la part de ceux qui aujourd'hui ont des modes de calcul qui sont très favorables, notamment ceux qui travaillent à la SNCF, ceux qui travaillent à la RATP, mais aussi ceux qui travaillent pour l'État, les collectivités locales. Donc partage de l'effort, quoi. Mais oui, le partage de l'effort est absolument nécessaire. Et la phrase de départ qui veut que pour 1 euro cotisé, on a les mêmes droits en face, qui devrait être le cas dans une démocratie digne de ce nom, on devrait la porter en étendard en disant, bah oui, à un moment, pourquoi est-ce que ceux qui travaillent dans les transports en commun, qui sont en situation de monopole, veulent continuer à partir à la retraite à 52 ans ? À 52 ans, on n'est pas vieux, on n'est pas usé. Ils ont encore une espérance de vie qui est d'ailleurs en plus supérieure à la retraite par rapport à leurs collègues qui travaillent dans le secteur privé. Pourquoi est-ce qu'il faudrait maintenir des situations comme celle-là, alors que, en fait, aujourd'hui, à 50 ans, on est dans la pleine possession de ces moyens. Donc il y a quelque chose de complètement irrationnel à maintenir cette idée qu'il ne faudrait rien bouger dans les régimes spéciaux. D'ailleurs, les Français ne veulent plus de régimes spéciaux. Donc faire converger tout ce petit monde... Mais ils n'ont pas envie de travailler plus longtemps non plus. Non mais attendez, oui mais regardez, les gens du secteur privé, ils travaillent déjà jusqu'à 63 ans et demi. Alors que les autres, là, dont on parle, ceux qui vont faire encore grève demain, ils travaillent en moyenne jusqu'à 56 ans. C'est juste ça, pour des retraites beaucoup plus importantes. Benjamin Corria, il y a un problème dans le partage des efforts, c'est vrai ?
Si vous voulez, cette belle formule consistant à dire 1 euro cotisé donne les mêmes droits, etc., ça c'est un principe d'inégalité construit au sein du système. Pourquoi ? Parce que les euros, ils ne sont pas du tout gagnés de la même manière par les actionnaires et par les égoutiers. Ça, c'est le premier point. Et tout le monde a droit à une retraite, bien. Et deuxièmement, et surtout, ce n'est pas du tout un principe assurantiel. C'est un principe dans lequel il y a un mixte d'assurance et de solidarité. C'est ça la République. La République, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas chacun pour soi et j'accumule et je bénéficie de la retraite d'autant meilleure que ma vie a été meilleure et que mon espérance de vie D'accord, mais quand Agnès Verdier-Molinier nous dit ceux qui partent à 56 ans, ils pourraient partir un petit peu plus tard pour les autres qui partent à 63 ans et demi, vous l'entendez bien entendu, mais c'est une caricature. C'est une caricature, c'est juste la réalité. Mais non, c'est une caricature. Pourquoi ? Parce que il y a un ensemble de négociations qui ont été menées au départ sur une base professionnelle, si je peux dire, qu'il y ait des choses à revoir dans un sens de plus grande égalité. Certainement, et vous avez vu les différentes propositions qui ont été mises sur la table, elles vont dans ce sens. La situation dans laquelle on est, c'est sous prétexte d'égalité et en mettant en avant toujours cette situation particulière d'abaisser les retraites pour la très grande majorité des gens. Rappelez-vous, je voudrais quand même dire ça, je vais encore dire ça. Au début, on nous a expliqué, c'est magnifique, c'est un système universel, égalitaire, etc. Et puis, du paramétrique, alors surtout pas, faut pas polluer. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. On parle de conférences de financement, on parle d'âge pivot qui a commencé à 62 ans, 64 dans la mesure d'impact, dans l'étude d'impact, il est à 65 ans. Donc aujourd'hui, tout est soumis à du paramétrique. Et donc, évidemment, personne n'en veut de ça. Non mais attendez, demain, il va se passer quoi ? Il va se passer une grève pour des personnes qui veulent défendre leurs petits paramètres personnels. Voilà la réalité. Et la vérité, c'est que si on demandait aux Français, est-ce que vous pensez crédible que tout le monde puisse partir à 56 ans à la retraite, comme ceux qui font la grève demain dans les transports en commun, eh bien, ils savent très bien que c'est impossible, non finançable, et que demain, on n'aura plus de retraite si on continue à faire comme ça. Donc là, à un moment, c'est vrai, il faut parler de l'âge. Ça fait mal à ceux qui n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Mais en réalité, partout en Europe, on est à 65 ans. Et c'est comme ça qu'on peut financer les pensions de demain. C'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui, si on écoute ceux qui vont faire grève demain, ils n'auront plus de retraite. Ils n'auront pas des retraites à 50% de taux de remplacement, c'est-à-dire 50% du dernier salaire. Ils auront 30% ou ils auront encore moins. Donc, mais ça, c'est absolument faux. Mais si vous faites la simulation de ne rien faire, comme ce que cherchent les grévistes de demain, écoutez, la simulation de ne rien faire, derrière, c'est quoi ? C'est une chute des pensions pour tout le monde. C'est ça la réalité. On a les simulations. Je vous laisse répondre et on passe au deuxième thème. On a les simulations du corps qui vont absolument... Alors combien de déficit en 2025, 17 combien de milliards déficit en 2027 et passez-moi l'expression, sur ordre du gouvernement qui leur a donné un certain... Non. Vous ne pouvez pas d'un côté citer le corps et de l'autre dire que c'est faux. Un des 4 scénarios fait apparaître un déficit pour 2027 et j'ai presque envie de dire sur ordre, parce qu'on leur a expliqué qu'il fallait... Attendez, si vous permettez, qu'il fallait introduire les libéralités de ce gouvernement sur les cotisations sans que l'État, à savoir les abaissements de cotisations sur une série de catégories, mesures qui ont été prises au moment des Gilets jaunes, et c'est ça qui creuse le déficit. On va continuer à parler. Sur 4 des scénarios... Quel que soit le scénario, on va être en déficit, et on est déjà en déficit en 2020. On est déjà à 4 milliards de déficit en 2020. Allez, et on a 150 milliards de recettes de la CADES dont on ne sait trop que faire. Allez, deuxième thème de ce match. On continue de parler des inégalités. C'est le deuxième thème de notre match, cette étude Oxfam qui montre une augmentation des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Les milliardaires détiennent désormais plus d'argent que 60% de l'ensemble de la population de la planète. En France, 7 milliardaires possèdent plus que les 30% les plus pauvres et les 10% les plus riches des Français concentrent la moitié des richesses du pays. Les milliardaires français sont ceux qui ont vu leur richesse le plus augmenter l'année dernière devant les Américains et devant les Chinois. Les communistes ont interpellé l'exécutif hier dans l'hémicycle du Sénat. Alexandre Poussard est avec Pascal Savoldelli en salle des conférences. Pascal Savoldelli, les inégalités se creusent dans le monde, en France, où on va bientôt atteindre 15% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi on n'a pas réussi à enrayer la pauvreté ?
Alors d'abord, vous parlez de 15%. Derrière ces 15%, il y a 400 000 femmes et hommes et enfants. Je dis pas ça par... mais voilà, il y a 400 000 personnes qui viennent de basculer. Et ça, c'est les chiffres de l'INSEE qui basculent dans la pauvreté. Et pendant ce temps-là, on a une indécence de l'argent. Je veux dire, voilà, donc mon collègue Éric Bocquet, en posant la question au gouvernement, évoquait par exemple une des personnalités françaises les plus riches. Bernard Arnault. Bernard Arnault. Quand vous pensez qu'il vient de gagner, rien qu'en moins d'un an, 41 milliards. Qu'il a une fortune personnelle de à peu près 105 milliards d'euros, qui équivaut au PIB, au produit intérieur brut d'un pays entier qu'est la Croatie. On est en face d'un vrai problème, c'est-à-dire que les inégalités se creusent, à mon avis, pour un mécanisme assez simple à comprendre. C'est que, qu'on soit en France ou d'ailleurs ailleurs de par le monde, on a un revenu de par son salaire, qui est lié à un travail, à une activité. Et l'autre partie, on a un revenu qui est lié au capital, donc qui est lié à des revenus financiers, à des dividendes, à des revenus fonciers, vous voyez, et qui n'est pas redistribué. Donc la grande question qui est posée, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne qu'à l'échelle mondiale, c'est de trouver de nouveaux mécanismes de redistribution. Donc pour vous, il faut aller prélever sur ce capital, sur ces investisseurs ? Faut prélever sur le capital. Il y a même d'ailleurs des gens extrêmement riches qui s'interrogent sur le sens du monde, sur ces inégalités que vous évoquez. J'ai vu que Bill Gates, par exemple, avec 12 autres des plus riches de la planète, ont fait une lettre ouverte pour s'acquitter d'un impôt plus important par rapport à leur richesse. Donc il y a une prise de conscience. Et puis c'est violent, c'est une sorte de guerre, quoi, cette pauvreté rampante. Mais pourtant, la politique favorable aux investisseurs, eh bien, elle fonctionne. Hein. Les chiffres sont plutôt bons en France avec l'investissement industriel qui est en augmentation. Oui, mais là, vous me parlez, quand vous me parlez de l'investissement, vous me parlez des dividendes, vous me parlez des marchés. Bien sûr. Mais vous voyez, quand le président il mange avec, par exemple, le patron de Microsoft qui doit 600 millions au fisc français, ou avec le patron d'Uber qui magouille avec les paradis fiscaux, les îles Bermudes et d'autres. Pendant ce temps-là, vous avez des millions de gens qui se posent la question comment ils vont finir les fins de mois. Certains sont même salariés. Vous voyez, vous êtes plus jeune que moi. Quand j'avais votre âge, on ne parlait pas de salariés pauvres. Il y avait déjà des pauvres. Mais c'était une notion qu'on n'avait pas. Parce qu'un salarié avait un bas salaire, mais n'était pas pauvre. Aujourd'hui, vous avez même des salariés pauvres et des retraités aussi qui sont pauvres. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Savoldelli, d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, moi, je vous remercie. Merci Alexandre. Agnès Verdier-Molinier. Comment vous la voyez, cette étude Oxfam ? Je la vois comme étant assez caricaturale en fait, hein. C'est-à-dire qu'en gros on voudrait dire c'est terrible, il y a des riches qui prendraient aux pauvres, etc. Il y aurait trop de riches et finalement... Mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Depuis les années 90, il y a presque 1 milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté. La pauvreté a baissé partout dans le monde, hein. Et spécialement justement là où il y a des pays développés, de l'industrie, des industriels, des gens qui finalement montent des entreprises, qui les développent, etc. Et en Afrique subsaharienne, là où justement il y a des mauvais résultats parce que la grande pauvreté a tendance à augmenter, eh bien c'est justement là où on ne retrouve pas tellement de personnes pour développer des entreprises, etc. Donc est-ce qu'on va arrêter d'être dans la caricature permanente ? Vous voulez dire qu'on a besoin des très riches entrepreneurs pour faire baisser la pauvreté ? Il ne faut pas les stigmatiser. Alors disons qu'en France, on va dire partez tous ceux qui sont les plus riches, partez avec vos entreprises, etc. Et vous croyez qu'on sera moins pauvre derrière, qu'on va gagner plus ? Mais non, c'est l'inverse. Donc il y a une caricature totale là-dedans. La question c'est est-ce qu'on peut partir de tout en bas pour monter tout en haut ? C'est ça. C'est est-ce que tout le monde a la possibilité de construire ? C'est ça qu'il faut rétablir s'il y a un problème. Mais l'idée de dire qu'on va calculer combien ont la même chose que... Non, mais ça apporte quoi ? Ou l'idée de dire que pour avoir 1% de la richesse de telle personne, il faudrait économiser 8 000 € par mois depuis 1789. Mais quel est l'intérêt de ce genre de choses ? Alors que quel est toutes l'intérêt ? les statistiques montrent qu'au contraire, la part de richesse des très très riches, finalement, elle a été plutôt reportée sur les classes moyennes ces dernières années. Benjamin Corrèze. C'est ça. Maintenant, on a le droit à la théorie du ruissellement. Ça, c'est nouveau, ça. Je pensais que tout le monde avait abandonné. C'est les statistiques du Crédit Suisse. Je pensais que tout le monde avait abandonné, mais je vois que vous, pas. Mais bien sûr que ça a du sens.
bien sûr que ça a du sens de dire que la croissance à laquelle on a assisté a été partagée de manière parfaitement inégale. C'est une chose de dire qu'il y a des gens qui sont sortis de l'extrême misère. C'est d'ailleurs principalement des statistiques qui sont dues à la Chine. Et même pour la Chine, ça serait discutable. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont accès à du revenu monétaire, ce qui n'était pas le cas avant, mais qui vivent mieux. Pour une partie d'entre eux, je ne suis pas sûr. Il y a une classe moyenne qui s'est formée en Chine, hein, mais c'est une autre discussion. Et c'est très grands patrons comme Bernard Arnault qu'on pointe un peu du doigt, mais qui créent des milliers d'emplois, par exemple. Est-ce que ça, c'est pertinent il crée des milliers d'emplois par rapport à la quantité d'argent dont ils disposent, qu'ils accumulent, etc. Et ils ne créent pas autant d'emplois que ça. C'est-à-dire que la quantité d'emplois rapportée à la capitalisation boursière, franchement, ça ne fait pas beaucoup. Mais la vraie discussion, ce n'est pas celle-là. La vraie discussion qu'il faut avoir, la vraie discussion, c'est ce niveau d'inégalité est-il tolérable? C'est ça la question qui est posée. Au cours des 17 dernières années, là je ne cite pas Oxfam, auquel je ne jette pas la pierre, même si effectivement beaucoup de chiffres peuvent être discutés, hein, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais je ne leur jette pas la pierre, je vais vous dire pourquoi. Je ne leur jette pas la pierre parce que quand on lit leur rapport, très en détail, on s'aperçoit que c'est un formidable plaidoyer en faveur des femmes. Qui, en ce qui concerne à la fois la nature des emplois, mais évidemment, c'est un rapport sur la maltraitance économique des femmes. On peut s'opposer à ça aujourd'hui au nom de Bernard Arnault est riche mais il crée des emplois. Il faut être sérieux, je veux dire. Ça ne justifie absolument pas la situation qu'on a aujourd'hui de tout le travail de care non payé par les femmes, du fait que quand elles occupent des emplois, ils ne sont pas légalisés dans la plupart des cas, le travail domestique, etc. Bien. Et puis, sur les aspects, sortir de la misère, c'est une chose, mais sortir de la misère tous ensemble, d'une certaine manière, et pas à la condition que, dans le pôle des plus riches, on accumule encore davantage. C'est pas un chiffre de Oxfam, c'est un chiffre de Piketty. Sur les 18 dernières années, hein, le 1% des plus riches a capté 27% de la valeur ajoutée. C'est sans objet, ça? Ça n'a pas d'intérêt, ça? Sauf si on croit effectivement à la théorie du ruissellement. Mais je pensais que vous n'en étiez plus là. Je suis assez surpris. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer aussi que dans les 1% les plus riches, il y a du mouvement. Il y a de nouvelles entreprises qui se créent. Et la plupart de ceux qui arrivent dans les 1%, ce sont des personnes, et notamment aux États-Unis, mais aussi un peu en France. Et j'aimerais qu'il y en ait encore plus qui arrivent, qui sont partis de quasiment rien, qui ont monté une entreprise, qui l'ont développée et qui ensuite atteignent ce niveau de revenu-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des emplois. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé le pays. Ils ont justement créé de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle a permis à notre pays de croître. Et le problème, c'est que ces dernières années, avec ces idées-là qui sont développées de partout, notamment par Piketty, mais par d'autres, qui seraient de dire mais il faut surtout pas avoir des personnes qui finalement peuvent grimper dans l'échelle sociale et devenir très riches, etc. Mais si, parce que quand on dit il faudrait qu'il y ait des personnes... Non, on dit il faut des limites. Non, attendez, c'est pas pareil. Hein. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a une fiscalité repoussoir. Et je peux vous dire que ceux qui ont signé l'appel pour payer plus d'impôts, ils sont pas en France. Hein. Je peux vous l'assurer. Parce que chez nous, on a une fiscalité... Ils en payent suffisamment. On a une fiscalité qui est totalement repoussoire et qui finalement désincite à investir, à créer. Et beaucoup des très belles entreprises qui auraient dû se développer en France, elles vont se développer ailleurs, en dehors de nos frontières. Et c'est pas notre intérêt, c'est pas l'intérêt général. Donc, il faut peut-être sortir des clichés, peut-être sortir de la jalousie, peut-être sortir de « Ah, mais qui a plus que qui ?» Parce que ça apporte rien. Le PIB par tête en France, il stagne ces dernières années. Alors que dans la plupart des pays européens du Nord, les Suédois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé la fiscalisation des successions. C'est à zéro maintenant pour tout le monde. Pourquoi? Pour pouvoir transmettre le patrimoine, pour pouvoir continuer à garder des entreprises familiales, pour pouvoir garder les entrepreneurs, notamment le fondateur, par exemple, d'IKEA, qui est revenu en Suède parce que justement la fiscalité avait changé. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et alors Benjamin Corrière. Oui, il faut juste un tout petit peu élever le débat et ne plus parler de Bernard Arnault. Vous savez, juste parler des femmes, ça ne suffit pas. Il faut peut-être... De ceci, de cela. Non. Attendez. J'ai l'avantage et l'inconvénient d'être plus âgé que vous. La grande période de croissance, c'est une période pendant laquelle les inégalités de revenus et les inégalités de patrimoine n'avaient strictement rien à voir
voir avec ce qu'on a maintenant. Comme par hasard, le ralentissement de la croissance est contemporain des inégalités. Moi, je me souviens très bien, mais dites quand même que la France est un des pays les moins inégalitaires du monde. C'est un des moins inégalitaires du monde, grâce à un système de redistribution qui est basé sur de la cotisation sociale. C'est pas le don des patrons, parce que l'enrichissement des plus riches, il continue. Je vais juste et il nous faudra quand même 3-4 minutes pour le dernier. Grâce à votre système, on a plus de chômage. Un tout petit souvenir de télé. Je me rappelle très bien que le président de PSA, il y a justement pendant les années 70, devait faire un show à la télévision. Et le Canard enchaîné a fait fuiter le fait qu'il était payé 17 fois plus que ses salariés. Il osait plus se présenter à la télé. 17 fois plus. Aujourd'hui, on a 350 fois, 400 fois, 1000 fois. Et tout le monde trouve ça normal et on nous dit c'est très bien, c'est comme ça qu'on va faire de la croissance. Non, c'est pas sérieux. Allez, non, il faut créer des emplois. Et sauf qu'avec vos propositions, il faut créer des emplois, mais c'est pas en versant. Vos propositions, elles nous amènent à plus de chômage et plus de difficultés. Non, et je vous ai dit du PIB qui est non, freiné. Je vous ai dit que la grande période de croissance fordienne, c'est une période pendant laquelle les inégalités étaient infiniment moins grandes. Et il y a lien entre le fait qu'il y a une redistribution à peu près égalitaire et le fait qu'il y a une demande et le fait qu'il y a une croissance suffisante. La corrélation aujourd'hui, la corrélation, rien ne prouve que réduire à zéro les inégalités permettrait d'avoir... J'ai pas dit ça. Voilà. J'ai pas dit ça. J'ai dit les inégalités aujourd'hui sont intolérables. Allez, c'est bon. On a compris vos messages respectifs. Troisième thème de ce match. Je crois que c'est une mauvaise... Ça va vous intéresser, Agnès Verdet-Molinier. C'est une étude. Notre troisième thème, c'est l'étude de l'IFRAP, de la Fondation IFRAP sur les villes les mieux gérées de France. Les comptes des 80 plus grandes villes de France ont été étudiés à la loupe. On va en parler dans un instant. On a d'abord le détail fait par Jérôme Ravier. Pour distinguer les bons et les mauvais gestionnaires, l'IFRAP a épluché les comptes des grandes villes françaises. Et pour la Fondation, une bonne élève, c'est une ville qui investit tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement et son niveau de dette sans augmenter sa fiscalité. Meilleure note du classement global, la ville alsacienne de Colmar et son maire Gilbert Meyer, qui briguera un 5e mandat en mars prochain. Selon l'IFRAP, il réussit le tour de force d'investir 40% de plus que les villes de taille semblable, tout en baissant la dette par habitant. Autres villes saluées pour leur bonne gestion, Villeurbanne, Boulogne-Billancourt, Colombes ou encore Versailles. En revanche, en queue de classement, l'IFRAP étrille la situation de Nice, Marseille, Grenoble ou encore Tours. Dans le cas de Nice, dirigé par Christian Estrosi, si l'IFRAP reconnaît que des investissements lourds comme la construction d'une ligne de tramway impactent forcément le bilan financier, d'autres villes parviennent à le faire tout en maîtrisant leur budget, ce qui n'est pas le cas de la capitale azuréenne où tout est à la hausse, des dépenses de fonctionnement aux impôts en passant par la dette par habitant. Alors, on a peu de temps pour y revenir. On a les chiffres. Ils ont été exposés par Jérôme Rabier. Quels sont les enseignements que vous en avez tirés, vous, Agnès Verdier-Molinier ? Déjà, il faut rappeler que c'est à la fois la ville, l'intercommunalité et les budgets annexes. Parce qu'aujourd'hui, pour un citoyen qui regarderait les comptes, c'est très compliqué parce qu'il y a des systèmes de financement différents un peu dans chaque ville. Pourquoi ? Certaines, par exemple, ont embauché au niveau de l'intercommunalité, mais ensuite mettent à disposition de la commune. Donc, chaque ville est un peu spécifique. Donc, on a retraité toutes ces données pour que ce soit totalement comparable. Et l'enseignement principal, c'est qu'il y a quand même une majorité de villes qui baissent leurs dépenses de fonctionnement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a à peu près la moitié des 80 villes qui baissent un peu leurs dettes. Donc ça aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience ces dernières années sur le sujet. Après, c'est vrai qu'il y a des situations totalement disparates et que ce qu'on peut dire, c'est que certaines arrivent à énormément investir tout en baissant la dette, tout en baissant les dépenses de fonctionnement. Et donc, elles arrivent à s'autofinancer avec des dépenses de fonctionnement moins importantes par habitant. Et ça, Et baisser son taux d'endettement, c'est pertinent alors que les taux sont par exemple très bas ? Alors oui, pourquoi ? Parce qu'à terme, on sait très bien que les taux vont remonter et que ça pèsera forcément un jour ou l'autre sur les générations à venir. Absolument. Quand vous avez des dettes de l'ordre, je vais citer par exemple le Valois-Perret qui a plus de 5 000 euros par habitant, même s'ils investissent énormément, ils investissent 1 300 euros par habitant. Ou Nice qui a été cité dans le reportage, qui a plus de 4 000 euros de dettes par habitant. On voit qu'on est très très au-delà. On a regardé beaucoup par rapport aux moyennes. Vous voyez, on est souvent dans des moyennes entre 2 000 et 2 500 euros
euros de dette par habitant. Et quand on est très au-delà de la moyenne, on voit que c'est problématique. Par ailleurs, il y a des villes qui s'en sortent très bien en investissement, qui sont très très bien gérées et qui arrivent à avoir des niveaux de dette de l'ordre de 400 euros par habitant. C'est le cas à Versailles, c'est le cas à Issy-les-Moulineaux. Et là, on voit que l'investissement est là. La qualité de gestion est là et pour autant la ville investit. Benjamin Correa, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ça m'inspire pas grand-chose parce que c'est un travail lourd, techniquement, etc. Il faudrait pouvoir le regarder en détail. Donc, si vous voulez, je vais pas ici porter un jugement sur ce travail qui mérite qu'on s'y penche. Le regret, parce que c'est... Et vous avez 1 minute pour l'exprimer. Voilà, donc le regret, c'est d'avoir fait une étude uniquement comptable, si je peux dire, c'est-à-dire d'avoir essayé d'agréger différentes données strictement financières. Moi, j'aurais aimé, en tout cas, c'est une des choses qui m'intéresserait, savoir c'est quoi ces dépenses de fonctionnement, c'est quoi ces dépenses d'investissement. Est-ce qu'on a dépensé de l'argent pour rénover des centres urbains et en faire des hôtels 5 étoiles, ou est-ce qu'on les a rénovés sur place pour permettre aux gens d'habiter dedans? Est-ce que dans les dépenses de fonctionnement, il y a du soutien aux crèches, de l'aide alimentaire, des aidants, etc. Moi, ça m'aiderait davantage. Et les économies sur qui et sur quoi on les a fait. Donc, si vous voulez, je ne mets pas en cause le travail que vous avez fait. Je dis que moi, ce que j'aurais aimé connaître, et je pense que ce que beaucoup de citoyens aimeraient connaître, c'est ces données-là. Commencer par les habitants des villes concernées. Et voilà. Oui, non, mais parce que vous voyez, on trouve Grenoble très mal coté. Il se trouve que je connais bien la ville et je sais qu'ils ont fait d'énormes efforts pour améliorer la qualité de vie. Ça se voit pas. Et Colombes très bien géré, mais avec parfois des... Non, mais c'est vrai qu'à Grenoble, il y a une dette très importante de plus, oui, d'accord, mais... plus de 3 700 euros par habitant. Alors là, on voit que la ville essaie de baisser un peu la dette quand même. Donc il y a aussi une prise de conscience. Et la note de Grenoble, c'est vrai qu'elle n'est pas très forte, mais elle a augmenté entre 2014 et 2018. Donc on montre aussi les évolutions. Ce qui est important, c'est qu'on prend en compte que les vrais investissements, pas le remboursement de la dette, etc. etc. Donc tout ce qu'on a pris en investissement, et par ailleurs, on a toutes les données justement d'équipement des villes. On a bien sait compris. Exactement combien il y a de stades, combien il y a de piscines. Oui, c'est ça qu'on voudrait voir. Avec les bémols sur le volet social. On a attention, après, on rentre aussi dans de la subjectivité et c'est beaucoup plus difficile d'additionner cela des bâtiments critères publics bien entretenus. Voilà, c'est très difficile. Mais... Voilà, la subjectivité des chiffres, elle est là et dans cette étude, on est vraiment très carré. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. La suite de la LPL, c'est le grand débat. On va revenir ce soir sur un autre volet du projet de loi bioéthique, pas sur la PMA. Son ouverture a été adoptée la nuit dernière par le Sénat. D'autres points suscitent quelques inquiétudes. Un collectif de personnalités politiques et scientifiques a signé une tribune dans Le Monde il y a quelques semaines avec ce titre « Nous ne voulons pas d'une humanité génétiquement modifiée ». Pourquoi ont-ils cette crainte? La révision des lois bioéthiques nous fait-elle courir un tel risque? On va ouvrir la discussion avec nos invités après les explications de Samia Dechir. Leur travail est strictement encadré. Pour mener des recherches sur des cellules souches embryonnaires, les chercheurs doivent aujourd'hui obtenir une autorisation préalable de l'Agence de biomédecine. Difficile à décrocher. Depuis 2005, moins de 100 projets ont obtenu le feu vert. La loi de bioéthique actuellement discutée au Sénat prévoit d'assouplir les conditions. Il suffira désormais d'une déclaration préalable à l'Agence de biomédecine. De quoi booster la recherche dans un domaine prometteur pour reconstruire les tissus et les organes endommagés. Peut-être qu'on va vivre dans quelques années la fin de l'orthopédie froide. Vous avez mal, pour les personnes plus âgées bien évidemment, mal au genou et à la hanche. Aujourd'hui vous devez mettre une prothèse. Eh bien peut-être que demain les cellules souches seront en capacité de réparer nos organes. C'est une forme de don d'organes modernisé en quelque sorte. Autre porte ouverte sur la recherche par le projet de loi bioéthique, l'élargissement du diagnostic préimplantatoire. Cet examen génétique sur l'embryon in vitro n'est aujourd'hui proposé qu'aux couples qui risquent de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie grave et incurable. Le texte prévoit d'étendre l'examen aux femmes ayant déjà subi plusieurs fausses couches ou échecs de fécondation in vitro ou encore en raison de leur âge. Le but, implanter en premier l'embryon le plus susceptible de se développer et éviter ainsi les échecs douloureux. Si la recherche française est très mal en point actuellement sur toutes ces questions de médecine de la reproduction, c'est parce que notre législation est beaucoup trop dure, beaucoup trop inhibante. Et le résultat, c'est que les découvertes se font à l'étranger et que nos compatriotes partent
à l'étranger, ils vont en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne. Enfin, la loi en discussion propose aussi d'élargir le diagnostic prénatal, cet examen proposé aux femmes enceintes. Il ne s'agirait plus simplement de détecter, mais aussi de soigner in utero les maladies graves identifiées avant la naissance. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL, Patrice Aubert, bienvenue. Vous êtes président de l'association Les Poissons Roses. Vous avez été auditionné au Sénat dans le cadre de la commission spéciale sur la bioéthique. Bienvenue à vous. Terence Eriksson, bienvenue. Vous êtes neurobiologiste à l'Institut Curie et porte-parole de l'association française transhumaniste. Lucie Pachery, bienvenue. Vous êtes juriste à la Fondation Jérôme Lejeune qui développe et soutient des programmes de recherche, notamment sur la trisomie 21, mais pas seulement, d'autres déficiences intellectuelles d'origine génétique. Merci à tous les trois d'être ici. Nous attendons Corinne Imbert, qui est la sénatrice rattachée au groupe LR, qui est rapporteure de cette commission spéciale sur ce projet de loi bioéthique. Elle devrait nous rejoindre sur ce plateau d'ici quelques minutes. L'arrivée de ce projet de loi bioéthique au Sénat fait craindre à des personnalités, on l'a vu, comme José Bové, Dominique Bourg ou encore Michel Rivasi, je cite, « une humanité génétiquement modifiée ». C'est même le titre de leur tribune dans Le Monde. Est-ce que vous partagez ces craintes, Terence Eriksson? Est-ce que pour vous, ce sont des craintes exagérées, infondées? Comment vous voyez cela? En fait, pour moi, la question qu'il faut se poser, c'est peut-être on va vers une humanité génétiquement modifiée, mais la question c'est est-ce que c'est souhaitable ou pas? Voilà, c'est ça la vraie question. Eux ont l'air de dire que non, hein, puisque c'est pas ce qu'ils veulent. En fait, même pas. Ils vont même pas dire est-ce que c'est souhaitable ou pas. Ils s'arrêtent juste à dire voilà, on va vers une humanité génétiquement modifiée, sans dire est-ce que cela est souhaitable ou pas, est-ce que c'est dangereux ou pas. Voilà, il faut aller voir plus loin sur est-ce qu'on a des véritables arguments scientifiques, des consensus scientifiques qui existent notamment dans le domaine pour savoir est-ce que c'est souhaitable ou pas. Voilà. Ça l'est ou pas, d'après vous? Pour moi, oui. Voilà. C'est-à-dire pourquoi c'est souhaitable? Parce qu'aujourd'hui, on est capable, de par nos nouvelles connaissances, notamment en génétique, de se dire est-ce que l'humain que l'on est à la naissance, l'humain biologique, est-ce que ça peut devenir aujourd'hui un projet ouvert, un projet plus grand que ça, plus large que ça, notamment repenser l'humain. Et sur des maladies comme, je prends la mucoviscidose, la myopathiie du chêne, Huntington, etc., sont des maladies qu'aujourd'hui, on est sur les prémices de comprendre comment elles fonctionnent et de pouvoir agir dessus génétiquement. Et la question, c'est est-ce que, si on sait les guérir, est-ce que laisser naître des enfants ou vivre des personnes avec ces maladies-là... Alors qu'on peut peut-être l'empêcher. Voilà, est-ce que ce n'est pas justement ça qui n'est pas éthique? D'accord. Patrice Aubert, quel est votre point de vue? Donc les Poissons Roses sont une plateforme de chrétiens à gauche. Et nous avons essayé de contribuer au débat sur les lois bioéthiques en produisant un rapport qu'on a appelé La famille durable, au-delà des fascinations biotechniques, qui est sorti il y a quelques mois. Alors c'est vrai que nous l'avons davantage axé sur la question de l'extension de la PMA, mais naturellement on n'est pas insensible aux évolutions, enfin aux dispositions. Quand José Bové nous dit dans cette tribune on va vers une humanité génétiquement modifiée, est-ce que c'est une crainte que vous partagez? On peut s'interroger sur en quoi cette humanité serait-elle modifiée? Est-ce qu'elle serait uniquement modifiée dans un sens d'amélioration de la santé, puisque ce sont les thèmes qui sont évoqués par les scientifiques qui travaillent. Donc pour des bonnes raisons, disons, des raisons louables. Améliorer la santé, améliorer la connaissance biologique des mécanismes, lutter contre la fertilité. Et effectivement, sur ces raisons-là, on ne peut qu'être d'accord. Ce que l'on peut craindre, c'est l'utilisation qui sera faite de ces techniques et qui risque d'aboutir à deux choses que, alors là, nous réfutons. C'est d'une part l'eugénisme, c'est-à-dire le souhait par les humains, par les parents, d'avoir une sorte de sélection avec l'idée implicite d'avoir l'enfant le meilleur. Qu'est-ce que c'est l'enfant le meilleur? Quels sont les critères? Et on voit que c'est une pente compliquée. Donc premier problème, c'est l'eugénisme. Et deuxième problème, c'est la diminution de la diversité. Parce que l'humanité se caractérise par des gens extrêmement divers. Et on a toutes les chances de penser que certains utiliseront les mécanismes peut-être conçus à bon escient,
mais pour, à travers justement ce biais de l'eugénisme, diminuer la diversité humaine, et on sait que ça, c'est une très mauvaise chose. Lucie Pechery. Moi, je partage complètement l'alerte et l'inquiétude de José Bové et Jacques Testard et de ceux qui ont signé cette tribune pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en autorisant la création d'embryons transgéniques, comme le projet de loi le fait, on porte atteinte à un interdit fondamental, un interdit international et français, jusqu'à présent qui était absolu, qui est la non-transmission, l'interdiction de transmettre une modification génétique à la descendance, l'interdiction de transformer la descendance, l'humanité, perpétuer la descendance. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. On franchit vraiment une ligne rouge, ça c'est très clair. Et puis, je pense que il faut bien comprendre que le moyen utilisé pour cela, pour tester ces expérimentations du transgénique, qu'on ne maîtrise pas du tout, parce qu'il faut bien une technique particulière, notamment CRISPR-Cas9, le ciseau moléculaire qui permet de. Je vous laissez le dire parce que je suis incapable de le prononcer. De couper un gène, d'en retirer un ou d'en insérer un. C'est une technique qu'on utilise notamment chez les végétaux, dans le monde végétal et animal. On ne la maîtrise pas du tout encore. En fait, on ne maîtrise pas les conséquences, la prolifération de ces animaux modifiés génétiquement ou de ces plantes modifiées génétiquement. Et c'est pour ça que José Bové prend la parole et alerte. Donc, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas au niveau animal et végétal et on veut passer sur le plan humain. Donc ça, il y a quelque chose, je trouve, d'incompréhensible en termes de principe de précaution. Et puis, on passe au niveau humain en utilisant l'embryon humain. Parce que utiliser la technique CRISPR-Cas9 sur une personne née ne pose pas de problème puisqu'il il ne sera pas de manière intégralement modifié. Et irréversible. Et ce ne sera pas irréversible. Alors que l'embryon humain, c'est totalement irréversible. Ses gamètes seront touchés aussi, enfin ses cellules germinales, et donc il y aura une modification. Alors c'est difficile d'y voir clair, je vous coupe un instant parce qu'on a quand même deux versions. On a d'un côté cette tribune qui nous dit effectivement ce texte approfondit en catimini le droit à la modification génétique d'embryons humains à des fins proclamées de recherche. Voilà ce que nous dit cette tribune, voilà le texte. Et puis on a d'un autre côté la ministre Frédérique Vidal au Sénat cette semaine qui nous dit aucune ligne rouge n'est franchie, il n'y aura pas de création d'embryons pour la recherche ni de modification génétique de la descendance. C'est un peu difficile de savoir qui croire. Oui, tout à fait. Moi, je pense surtout que c'est une présentation un petit peu rassurante que veut faire la ministre, puisqu'on l'entend depuis le début à l'Assemblée nationale et au Sénat, en disant ne vous inquiétez pas, aucune ligne rouge n'est franchie. N'empêche que quand on modifie un embryon humain, on le modifie intégralement, on le transforme, et donc on transforme notre humanité. Voilà, le patrimoine génétique de l'humanité. Donc le principe d'interdiction de modification du génome de la descendance est atteint. C'est très clair. Et Terence Erickson, vous le craignez ça ou vous le souhaitez, cette transformation de l'humanité, après tout, dites, allons-y? Eh bien, tout récemment, il y a un article qui est celui de Benjamin Meng qui est sorti pour Science, qui a étudié la génétique et le génome, pourquoi je parle de ça, de l'être humain, et a vu que normalement l'être humain devait vivre exactement 38 ans. Et c'était l'espérance de vie qu'il y a eu sur toute la période préhistorique jusqu'à l'époque victorienne, donc fin du 19e siècle, fin du 18e, pardon. Et on voit que aujourd'hui, on n'est même plus déjà naturel. Notamment, on vit pratiquement plus de 80 ans. Ça veut dire qu'on s'est déjà modifié. Voilà, on est déjà dans une humanité qui n'est pas, le terme mais plus naturel, par les progrès de la médecine que par une modification de notre corps. Voilà, mais est-ce que la question encore, c'est est-ce que cette humanité génétiquement modifiée, est-ce que cette interdiction, on ne peut pas justement se poser et dire est-ce que finalement, on ne pourrait pas prendre le temps de repenser les choses. Est-ce que c'est vraiment souhaitable ou pas? Est-ce que c'est altruiste ou pas? Est-ce que c'est philanthrope ou pas? Voilà, oser au moins mettre les mains dans le cambouis de la bioéthique pour peut-être se dire qu'on peut peut-être repenser les choses. Alors, pour alimenter notre discussion, je voudrais qu'on rejoigne Alexandre Poussard, qui est toujours en salle des conférences. Il est avec la sénatrice LR de la Gironde, Florence Lassarade, qui est elle-même membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Écoutez. Florence Lassarade, vous déposez un amendement dans ce projet de loi bioéthique pour mieux encadrer la recherche sur les grands primates, car il pourrait y avoir des dérives des chercheurs sur ce sujet. Quel est l'enjeu ? Écoutez, j'ai participé à l'OPEX avec Cédric Villani
à un colloque sur l'expérimentation animale, ça m'a sensibilisé au fait qu'on utilisait des grands primates dans des buts pas toujours très louables, en particulier en neurosciences. On en a besoin pour certains médicaments, mais par contre, est-ce bien légitime de faire naître des singes dont on pense qu'ils seront autistes? On a fait naître des cohortes de singes autistes, ce qui quand même, moi, m'a interpellée. Et par ailleurs, est-ce qu'on peut également, dans le cadre des chimères, intervenir Donc on va l'expliquer. Donc l'embryon chimérique, c'est un embryon animal auquel on ajoute des cellules humaines, c'est ça? Voilà. Certains aimeraient qu'on aille jusque-là, mais est-ce qu'il serait garanti que la grossesse ne serait pas menée à son terme? Je pense que là, ça a besoin d'être vraiment précisé, encadré. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Moi, je me préoccupe quand même de bien-être animal, malgré tout. Et je pense que c'est un petit peu ennuyeux d'utiliser nos animaux proches, finalement, les grands primates, même les mammifères. Est-ce qu'il faut les utiliser à ces fins expérimentales? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, comme les études in silico, par exemple, pour... Parce qu'aujourd'hui, il y a des limites qui sont posées sur le chimpanzé, qui est le plus proche de l'homme, mais sur les grands primates d'une manière générale, il n'y a pas assez d'encadrement de la recherche. Je pense qu'on doit travailler à ça. Mais en même temps, on se dit, les grands primates, c'est peut-être la solution pour trouver des remèdes pour l'homme. Donc il y a quand même cette proximité avec l'homme qu'il faut prendre en compte. Oui, mais là, je pense qu'on joue quand même avec le feu et c'est peut-être... la limite effectivement éthique que nous, parlementaires, nous pouvons donner à ce sujet. Très bien, et notamment en Chine, je crois que dans la recherche sur les grands primates, il y a peu de limites. En Chine, il y a même peu de limites sur la recherche sur l'embryon tout court, parce qu'on voit bien ces jumelles qui sont nées après une manipulation par ciseaux génétiques, qui étaient dans le but... entre guillemets louable de lutter contre le sida, mais en fait c'est tout à fait hasardeux et là on va vers des choses beaucoup plus graves. Donc je ne pense pas que la Chine doit être un exemple éthique pour la France, Très bien, pour l'Europe en général. Très bien, il faut une bioéthique à la française. Oui. Merci beaucoup Florence Lassarat d'avoir répondu à mes questions. Et on en reparlera quand même de la Chine. Terence Eriksson, je me tourne à nouveau vers vous parce que je vous ai vu beaucoup réagir à cette interview de la sénatrice. Qu'est-ce qui vous faisait dire oui de la tête ou non de la tête? Non, parce que ça concrétise pas mal ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça très très louable que cette sénatrice soit hyper impliquée dans prendre en main ces sujets-là. Mais ça prouve vraiment que c'est très très dur de suivre parce qu'on a parlé justement de in silico, donc reproduire des organes sur des petites puces microfluidiques, donc qui est un domaine tout récent depuis 2015-2016. D'accord. Dont le but, et c'est exactement ce que je fais moi tous les jours, est d'avoir un modèle donc in silico, donc qui n'est pas un animal, qui n'est pas un humain, qui permettent de dépasser ce besoin d'expérimentation animale. Donc on est déjà sur des technologies qui existent. De ne plus avoir besoin d'expérimentation animale. Voilà, donc moi j'utilise des cellules souches humaines, induites pluripotentes. On ne va pas rentrer dans les détails sur ce que c'est. Non, s'il vous plaît. Voilà. Et c'est déjà mon but tous les jours de les mettre dans des puces, de reproduire des maladies, exactement, moi je travaille sur une myopathie, et pour avoir un modèle de cette maladie qui me permette de ne plus utiliser d'expérimentation animale. Alors vous saluez cette sénatrice qui s'implique, mais vous entendez aussi qu'elle veut mettre des limites, qu'elle veut mettre déjà, je voulais dire qu'elle est sans condescendance, mais elle est déjà... un petit peu en retard sur l'état actuel de la recherche. C'est très très dur de suivre à quel point ça va très très vite. Et c'est vrai que l'une des propositions chez les transhumanistes, c'est de dire que réguler par la loi quelque chose qui est aussi rapide que les avancées biotechnologiques, c'est très compliqué aujourd'hui. Très difficile de suivre. Le rapporteur Olivier Henno, le rapporteur de ce texte, il tient des propos plutôt rassurants. Et je vais vous interroger là-dessus, Patrice Aubert. Il nous dit sur Public Sénat, publicsénat.fr, je le cite, « L'encadrement par l'éthique à la française, à la différence des anglo-saxons, plus individualisé. Nous, on encadre la recherche, on améliore la vie sans la bouleverser, mais sur un socle de valeurs humaines. » Patrice Aubert, est-ce que vous faites confiance aux législateurs pour encadrer cette recherche et ne pas aller vers des directions peut-être comme celle de Terence Eriksson pour encadrer tout cela? Je pense qu'il faut replacer ce débat dans le temps long. Parce que sinon, on est toujours confronté à est-ce que cette expérimentation est bonne, est-ce qu'il faut l'autoriser, et quelles sont les intentions de ceux qui vont le faire, et on ne s'en sort pas. L'analyse que nous avons développée au Poisson Rose
j'essaye de la résumer le plus rapidement possible, Ouais. rassurez-vous, c'est de dire qu'il y a un saut qualitatif au XVIIe siècle, quand, avec Galilée, pour simplifier, l'homme dit « la nature est construite en langage mathématique ». C'est-à-dire que les hommes font une percée conceptuelle extraordinaire en se disant « ce monde que nous connaissons, maintenant nous avons compris les lois qui régissent ce monde, ce sont les mathématiques ». Et ça marche. Ça marche au sens qu'ils peuvent mesurer la nature, qu'ils peuvent prévoir les mouvements des astres, qu'ils peuvent créer avec ces outils des matières nouvelles. Et finalement, l'homme se dit « je suis devenu le maître de la nature ». Et progressivement... Une impression de toute puissance. Sentiment de toute puissance. Et je pense que nous vivons aujourd'hui encore dans les plis de cette pensée. Et je ne peux pas, on ne peut pas manquer de faire une sorte de parallèle tout à fait étonnant. C'est que en même temps, on a la forêt qui brûle en Australie, qui est le symbole finalement de cette mainmise de l'homme sur la nature et qui a complètement bouleversé les équilibres. Et tandis que la forêt brûle en Amazonie, nous essayons de manipuler le vivant. Et il y a là une incohérence implacable. C'est une réflexion philosophique. Mais oui, mais ces débats nous amènent à nous demander pourquoi nous faisons cela. Et fondamentalement, je pense que c'est finalement l'intervention sur le vivant, c'est la dernière manifestation, c'est la manifestation ultime de cette volonté de l'homme de maîtriser la nature, c'est-à-dire, et là je parle peut-être plus en chrétien, de se conduire comme Dieu. Voilà. Donc pour nous, on va y aller en quelque sorte, parce que le péché de démesure, la volonté de maîtriser, elle est telle chez l'homme que rien ne l'arrêtera, et c'est pas une loi qui l'arrêtera. Mais je pense qu'il faut être conscient de cette évolution et conscient de cette incohérence que nous avons entre le problème écologique et le problème de la manipulation humaine. Lucie Pachery, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à cette éthique à la française dont parle le sénateur Olivier Henno. Ça veut dire que ça ne peut pas suffire. Oui, je trouve cette expression très intéressante parce qu'on parle beaucoup de bioéthique à la française, parce qu'on a été le premier pays à poser une législation bioéthique, à encadrer les pratiques scientifiques et médicales pour protéger la vie humaine. C'était quand même ça l'objectif des lois de bioéthique. Et on constate quand même que depuis 1994, la loi qui était censée réguler les nouveautés scientifiques pour protéger l'humanité, en fait, régularise plutôt qu'elle ne régule. Elle régularise les nouvelles techniques. Et c'est exactement ce qu'on voit là avec CRISPR-Cas9 et avec l'autorisation de créer des embryons transgéniques. Madame Buzyn l'a dit dans les débats, l'objectif de tester d'autoriser l'embryon transgénique, d'autoriser à créer l'embryon transgénique, c'est pour tester CRISPR-Cas9, qui est une nouvelle technique qu'on a découverte il y a quelques années et dont maintenant on veut, qu'on veut tester sur l'humain. Et donc, on oublie quand même de se poser la question de savoir quel enjeu ça a pour notre espèce humaine. C'est pas simplement une nouvelle technique qu'il faut absolument, parce qu'elle est sortie, qu'il faut absolument tester. Donc ça, je trouve que c'est important et j'aimerais faire confiance au législateur sur le fait qu'il est là pour poser des limites. Et je pense que c'est important. Et je voudrais simplement rebondir sur... et après, on va laisser répondre le législateur, justement. sur ce qu'elle vient de dire par rapport à son amendement qui porte sur le bien-être animal et sur les grands primates. Je trouve ça très bien de se préoccuper du bien-être animal. Évidemment, c'est une bonne cause. Mais quand on voit qu'en même temps, dans le projet de loi de bioéthique, on autorise des expérimentations quand même douteuses et qui ont des enjeux majeurs sur l'embryon humain, sur notre propre espèce, ça m'interroge sur notre capacité collective à justement poser des limites et protéger notre humanité. Alors, on va laisser répondre Corinne Imbert, qui revient tout juste de l'hémicycle. Alors, je sais que vous étiez justement en plein examen du projet de loi. Je rappelle que vous êtes sénatrice de la Charente-Maritime, rattachée au groupe LR, et donc rapporteure de cette commission spéciale sur ce projet de loi bioéthique, membre également du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Je vous ai laissé reprendre vos esprits quelques secondes. On s'interrogeait sur cette éthique à la française. Est-ce qu'elle peut suffire, oui ou non, à limiter la recherche? Et on a des doutes sur ce plateau.
Bonsoir tout d'abord et merci de m'accueillir en cours de débat, ce qui n'est pas le plus facile. Pas simple pour vous, je l'imagine. En tout cas, en tant que législateur et en tant que rapporteur d'une partie des articles de ce projet de loi, oui, je fais confiance à l'éthique à la française, évidemment. Alors j'ai cru comprendre que vous parliez de la recherche sur l'embryon. Je crois qu'il faut bien distinguer, d'une part, la recherche sur l'embryon qui va être destinée à être implantée dans le cadre d'un projet de grossesse, évidemment, et sur lequel aucune manipulation et aucune modification du génome n'est autorisée au moment où je parle, puisque ces articles n'ont pas été discutés dans l'hémicycle. Mais en sortie de la commission spéciale, aucune modification du génome n'est autorisée pour des embryons qui seraient destinés à un projet de grossesse. Et puis, d'autre part, la recherche sur des embryons pour lesquels il n'y avait plus de projet parental. Un couple était dans un processus d'assistance médicale à la procréation, des embryons conçus par fécondation in vitro, plus de projet parental. Et à ce moment-là, le couple a 3 possibilités. Soit de décider de confier leurs embryons à un autre couple, soit que ces embryons soient détruits, soit que ces embryons soient donnés pour la recherche. Et donc, la recherche sur embryons n'est possible que pour des embryons qui ont été conçus in vitro. On ne fait pas des embryons pour la recherche. On les appelle les embryons surnuméraires. Il n'y a plus de projet parental. Un couple choisit de les donner à la recherche et c'est sur ces embryons que nous devrons encadrer la recherche. Alors, il y a ça, il y a ce que vous dites, cette éthique à la française, et puis il y a aussi ce qu'on peut appeler peut-être les apprentis sorciers. C'est l'exemple chinois dont on parlait tout à l'heure. Un chercheur a provoqué en 2018 une onde de choc planétaire en mettant au monde les premiers bébés génétiquement modifiés. Des jumelles à l'ADN modifiées, a priori pour des raisons louables, j'allais dire, pour les rendre résistantes au virus du sida dont étaient infectés leurs pères. Lui, il a été condamné, il vient d'être condamné à 3 ans de prison. Pour les scientifiques chinois, c'est le manque d'encadrement juridique qui a mené à cela, justement. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais tous réagir après. Il n'y a pas de loi pour empêcher cela. Alors de toute évidence, il y a beaucoup de fuites dans le système juridique. Et si quelque chose n'est pas interdit par la loi, il ne faut pas s'attendre à ce que cela n'arrive jamais. Je dirais qu'en Chine, il n'y a pas de restrictions. Je veux dire des restrictions morales pour nous empêcher de faire ce genre de recherche. Corinne Imbert, il se passe des choses à l'étranger puisque le cadre juridique n'est pas international. Est-ce qu'on peut assurer ce soir, tous nos téléspectateurs qui nous regardent, qu'on n'ira jamais vers ça parce que vous êtes là pour y veiller justement ? C'est tout à fait le rôle du Parlement et le Sénat prend toute la place dans cette étude et discussion de ce projet de loi de bioéthique. Évidemment, nous ne sommes pas en Chine, nous sommes en France. Et heureusement, d'ailleurs, vous l'avez rappelé, il a été condamné, il est en prison, et tant mieux. Ce genre de manipulations sont interdites. Vous savez, les lois de bioéthique, elles doivent répondre à 3 grands principes. Principe de dignité, un principe de solidarité et un principe de liberté. Et tous les protocoles de recherche, notamment sur l'embryon, doivent répondre à aussi des grands principes, notamment le respect des principes fondamentaux énoncés dans le Code civil, du respect du corps humain. Et puis, les principes éthiques inscrits dans la loi de bioéthique. Alors, je crois que ce sont des bons garde-fous. En tout cas, en tant que sénatrice travaillant sur ce projet de loi, croyez bien que j'y veillerai. J'entends ce que vous dites, mais ce qui se passe à l'étranger est quand même intéressant. Pour prendre un exemple beaucoup moins grave, beaucoup moins lourd, c'est celui des tests génétiques. Il se trouve que c'est interdit en France, mais qu'on peut les commander sur Internet. Donc, ce qui se passe à l'étranger peut quand même nous impliquer directement. Qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, là, vous allez suivre les débats. Je pense qu'il y aura des propositions concernant les tests génétiques à visée généalogique. Oui, voilà, bien sûr. Mais les choses doivent être encadrées parce que vous avez raison, ils sont facilement accessibles. Pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez recevoir... Les acheter sur Internet. Exactement, renvoyer tout ça. Et après, la question qui se pose, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'utilisation qui est faite du génome qui aura été révélé par le test que vous aurez fait. Donc c'est là que nous avons toute notre place, en tout cas en tant que législateur. Alors il nous reste 3 minutes, si vous voulez tous répondre 1 minute chacun sur cet exemple chinois qui est évidemment l'exemple extrême, peut-être Patrice Aubert. Moi, je suis bien conscient, comme vous, qu'il y a des évolutions internationales et que le débat français est compliqué, du coup. Mieux vaut, effectivement, avoir une loi éthique qui encadre le mieux possible. Il faut être conscient que toutes les expérimentations possibles, on connaît les scientifiques, seront tentées.
seront tentés. Voilà, donc il faut que on soit prêt à aborder ces problèmes qui dépassent le cadre national et que l'on milite au niveau international pour qu'un certain nombre d'interdictions soient posées internationalement. Terence Eriksson. J'imagine qu'à l'étranger, ça vous inspire ce qui se passe. Oui, en 2 points. Alors, premier point, forcément, ce qu'a fait Zhang Kui, qui est le fameux scientifique, a fait un tollé. Et bien évidemment, moi, je me range directement avec vous. Même nous, à l'Association française transhumaniste, on a dénoncé ce qui s'est passé. Et on a adopté le même discours que l'Académie française de médecine et de recherche en disant... Ok, on est face à quelque chose qui nous a mis, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre 2 chaises. Donc il faut choisir entre... un camp et l'autre. Il faut choisir entre... On est pour cette recherche sur les modifications génétiques, mais en même temps, là, on est obligé de reconnaître que la ligne rouge, justement, a été franchie. Voilà. Lucie Pêchery. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la ligne rouge est franchie et que l'argument de la non-implantation d'un embryon modifié génétiquement est illusoire et est une digue de papier, en fait. Et je pense vraiment, avec tout le respect que je vous dois, bien sûr, que c'est un peu pour endormir l'opinion publique. Parce qu'en fait, on a beau jeu de montrer du doigt la Chine en disant « Regardez, ils ont fait naître des bébés modifiés génétiquement, c'est scandaleux. » Mais si nous, on commence à le faire en laboratoire, juste en laboratoire, sans implanter, bien sûr, pas de naissance de bébés comme en Chine, en fait, on prend la même voie qu'eux. Les expérimentations en laboratoire, elles ont une vocation, c'est de s'appliquer en clinique. Une fois qu'on aura maîtrisé CRISPR-Cas9 sur l'embryon humain et qu'on verra qu'on peut rendre résistant un embryon au VIH, comme ça a été le cas en Chine, pourquoi dans 7 ans, à la prochaine loi de bioéthique, on ne dirait pas faisons naître ces enfants quand même, c'est merveilleux, on peut les rendre résistants à telle ou telle pathologie. C'est évident que dans 7 ans, on discutera de la naissance de bébés OGM. Alors Corinne Imbert peut vous répondre en 30 secondes si vous le pouvez. Ça serait prétentieux de ma part de savoir ce qui sera voté, sera dans le texte de loi dans septembre. En tout cas, à l'instant où on se parle, je peux vous dire que ce genre de choses est interdite, est condamnable, est condamné. Il y a des peines financières, des peines de prison. Il y a quand même, je crois qu'il n'y a pas que des apprentis sorciers dans notre pays, il y a aussi des gens sérieux, il y a le sérieux de la recherche qu'il faut quand même respecter. Et le législateur est là pour apporter toutes les garanties. Et il y a aussi l'agence de la biomédecine qui a été mise en place pour justement, et qui doit autoriser les protocoles de recherche, notamment sur l'embryon, et qui doit être aussi un garde-fou aux côtés du gouvernement et du Parlement. Et ce sera le mot de la fin. Merci de vous être rejoints à nous sur ce débat sur les 10 dernières minutes. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro d'ALPL à 17h30. Et puis demain, vous retrouvez Oriane Mancini de 7h30 à 9h pour Bonjour chez vous. Son invité politique sera Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Très très bonne soirée sur Public Sénat.